Émission 827. Cette semaine, Public Domain Volume 1, Past Mistakes. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Toutes. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont autant uniques que les flocons de neige. Hein, la neige? Hein? Je te présente à l'instant. Le premier, c'est lui qui double-check la liste du Père Noël. Simon Chenier est avec nous. Salut, Simon. Ah ouais, il y en a des affaires à double-checker. Ben oui, mais il est un peu perdu. On écrit des niaiseries, là. Ah oui? J'aurais pas cru. Sur la liste du Père Noël, pour vrai? Ouais. OK. Mais toi, tu sens-tu c'est ça, faut que je fasse le ménage avant que la liste. Ah, toi, tu y vas avant le Père Noël? Oui, c'est ça. Moi, okay. je la check avant. OK, j'ai cru que tu la regardais après. Non, c'est ça. Faut que je la regarde avant pour que le Père Noël puisse faire ses livraisons qui ont d'allure. Toi, Simon, est-ce que tu as de l'école de penser qu'à la manière d'un James Bond, le Père Noël, c'est un titre qu'on lui octroie ou c'est la même personne? Il y a plusieurs écoles de pensée. Oui, effectivement, il y a deux écoles de pensée. Hey, je sais pas. Je pense que j'aimerais ça que ça soit tout le temps le même. Ouais, moi aussi. Mais je pense que logiquement, il ne faudrait pas. Parce que pourquoi? On amène le concept de l'éternité en plus la magie de Noël. Fait que tu sais, c'est un peu. Ouais. La mort, c'est peurant, mais pour vrai, l'éternité, là, c'est quelque chose d'aussi terrifiant. Le Père Noël est. C'est ça. Puis, tu sais, c'est condamné. Je veux dire, oui, tu peux avoir le cœur à la bonne place puis vouloir faire des cadeaux aux enfants du monde entier, mais tu sais, après comme 50 ans à faire la même affaire chaque année, tu as le goût aussi de pas faire de quoi à Noël. C'est ça, exact. Ouais. Ça. Il peut pas fêter en famille, c'est ça son problème, non, le Père Noël. Il est tout le temps pogné pour travailler. Ouais. Simon, est-ce que tu te sens dans la féerie des fêtes? Ça commence-tu? Je sais que tu as commencé tard à écouter des films de Noël cette année. J'ai commencé tard, mais là, j'ai fait mon sapin samedi. Puis, c'est en retard pour toi, ça. Oui. Mais là, j'avais du temps, je pouvais le faire et ça a aidé. Ouais. Puis j'ai commencé à écouter des films de Noël, pas nécessairement des très bons, comme je vais en parler tantôt. Okay. Mais je commence plus là. Puis avec la neige, puis la neige a aidé. Je m'endors en écoutant de la musique de Noël. Ah, c'est le fun, ça. C'est le fun, ça. J'ai fait mon sapin, moi aussi, hier. Ça m'a mis dedans un peu, puis je l'ai fait chez ma soeur en fin de semaine. On est allé sur la Rive-Sud pour aller faire un petit sapin, puis c'était le premier sapin de ma nièce, puis elle capotait bien raide. Les lumières, le sapin, c'était genre beau à voir. Ça m'a remis un peu dans le mood, mais écoute, dans ma tête à moi, Halloween, c'était genre il y a 2 semaines. C'est fou comment ça passait vite cette année. Ça n'a juste pas rapport. J'étais comme pas prête. Moi non plus. Et en parlant de Noël, il y en a un spécial de Noël qui s'en vient. C'est notre tradition avec les Mystérieux Étonnants. On fait un spécial depuis plusieurs années. Cette année, ça va se passer le vendredi 22 décembre. Ben oui, décembre, pas septembre. 22 décembre. À compter de 20h sur toute une plateforme. Puis ça va être disponible en balado comme à l'habitude. Si ça vous tente de nous envoyer un petit speak pipe, ce serait le fun. Les autres années où on faisait passer des messages vocaux de la part de nos auditeurs, nos auditrices. Donc, je vais rappeler l'adresse. Faites-le pas à la minute parce que j'ai du montage à faire. L'adresse est speakpipe.com/mystérieux. Donc, speakpipe.com/mystérieux. MYSTERIEXE. Ça peut être aussi simple que de nous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Puis c'est ça, avoir un petit cadeau comme ça de vous autres avant de se quitter pour la période des fêtes, parce qu'on va prendre le relâche comme à l'habitude pendant quelques semaines. Donc ça serait vraiment le fun. L'adresse du SpeakPipe est disponible dans le descriptif de l'épisode anyway si vous n'êtes pas capable de vous en rappeler. Donc, dès maintenant, envoyez-nous des messages pour le spécial de Noël et Mystérieux le vendredi 22 décembre à compter de 20h. On veut vous entendre. Exactement, on veut vous entendre. Donc, possibilité que ça se fasse en présentiel. À tout le moins, il y a peut-être quelques personnes qui vont être ici, d'autres qui peuvent être à la maison. On peut le faire maintenant. Donc, voilà. Monsieur Simon. Hey, c'est moi, ça. C'est ça. Hey, on va te rejoindre par Laurent tantôt. Puis toi, tu seras en pause pendant un petit bout avant le 22, justement. Laurent aussi.
Il faut que je me trouve un BC Team, Z Team pour les prochaines semaines, mais moi, je vais être au rendez-vous. Mais veux-tu commencer les nouvelles? OK, oui. Si tu veux, je peux te parler des sorties Blu-ray. Oh, mais attends une minute, par contre. Gene. Dans quelle situation elle s'est encore retrouvée pour que Scott soit en crise? Mais il est plus inquiet. C'est beaucoup de nervosité, ouais, Cyclops. Il est un peu l'architecte de son propre malheur, Cyclops. Avec Emma Frost, il s'est mis un peu dans le pétrin. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, j'avoue. Il prend pas toujours les meilleures décisions, notre Scott. Non, mais ça se replace. Là. Ben oui, comme toujours dans la timeline des X-Men, tout finit par se replacer. C'est pas. Cette semaine, j'ai des grosses sorties, mais dans le sens, c'est des films plus connus que ce que je peux parler d'habitude. Oui. Donc, tu sais, j'ai pas tant de détails, mais voici. Il y a Shout Select qui sort cette semaine. Point Break en 4K. Ah, ça me dit quelque chose. Avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Keanu, qui tire des airs. Oui, Gary Busey aussi. Ouais. Et James Legros. J'ai toujours aimé son nom. C'est réalisé par Catherine Bigelow. Et, attends, Catherine Bigelow, la réalisatrice de The Word Dark 30, c'est elle qui a fait Point Blank? Point Break. Oui. Ah oui, OK. Ouais. J'avais 42 ans quand j'ai appris cette information. C'est hot, c'est enregistré en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben oui, pour l'éternité. Exact. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Shout Select, on dirait que c'était comme prometteur au début quand ils sortaient leur film. Puis là, plus ça va, puis c'est un peu le problème de Shout Factory en général. Ils sortent les films, ils t'écrivent que c'est Collector Edition, mais il n'y a pas tant d'affaires de plus, tu sais. Oui, là c'est un nouveau scan du film, mais tu sais, OK, en anglais 2.0, en anglais 5.1, puis là, sur le deuxième disque, t'as la version Blu-ray avec quelques scènes de plus et des vieux featurettes, mais rien de nouveau. Fait que c'est quoi? C'est juste le print, finalement, la qualité du print qui a changé? Exact. C'est 4K? Si vous l'avez toujours, si vous l'avez pas, puis vous voulez l'acheter, là, il y a l'option 4K. Je peux-tu te poser une question avant que je pense plus? En fin de semaine, j'ai écouté, puis là, c'est pas moi qui ai choisi le film, là, c'est mon beau-frère, là, Friends Vacation sur Disney+. OK? Puis c'est un film avec John Cena, là, ça c'est pas bon, là. C'est pas, je cherche pas à savoir c'est quoi, c'est vraiment la crise de merde. Je pense que je sais c'est quoi en plus. Puis, j'ai pas vu, mais je sais quoi. On l'écoutait sur une nouvelle télé en 4K. Et c'est-tu moi qui est juste pas habitué parce que je n'ai pas encore télé 4K, mais tout a de l'air fucking cheap en termes de l'image, en termes tout est comme clair comme du téléroman, ou c'est le fait que c'était juste cette production-là qui était filée de même? T'étais où? J'étais chez moi, chez mon beau-frère. Chez ton beau-frère? Ouais. Parce que souvent, tu sais, dans la famille, les télés, ils mettent pas le frame rate à ouais, je pense que c'est ça. Hein. Fait que des fois, c'est ça. Puis peut-être que le nouveau stock a l'air un petit peu plus cheap, mais parce que comme trop clean, là. C'est ça qui m'énerve. Peut-être, ouais. Ça a l'air filmé qu'un iPhone, sans blague. Là. C'était tellement crisp, il y avait la profondeur de champ, ça avait l'air des green screen. OK. Et parfois, il y avait des green screen, mais c'était pas des green screen. Ouais. Ben aussi, tu sais, des green screen en Star, il y en a tellement pour des affaires vraiment stupides. Là. J'ai écouté un film tantôt, puis c'était Ed Helms qui marchait dans la rue, puis tu voyais qu'en arrière, c'était du green screen. Là, tu sais, c'est comme... OK. Dans le chat, des gens qui nous écoutent en direct, il y a Nicolas Ottawa qui nous dit que c'est le mode cinéma. C'est peut-être ça qui est enclenché. Ça se peut, mais... c'est pas très cinéma comme mode, je vous dirais. Non, mais c'est peut-être ça qu'il faut aussi sélectionner. Mais c'est parce que t'as les nouvelles télés, souvent, les gens laissent ça sur le motion blur. Chaque compagnie a un terme différent pour expliquer ça. Puis
Ouais, moi, je sais que je l'ai déjà fait, là, quand tu vas dans la famille, là, tu changes ça sans que personne s'en rende compte parce que ça gosse, puis là, t'es correct pour les prochaines fois, puis eux, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Je sacrais tout le long parce que ça arrêtait pas de me sortir du film. Ouais. Puis là, le monde dit de quoi tu parles? Ma soeur dit de quoi tu parles? C'est super beau. C'est vraiment comme d'habitude. Puis non, c'est dégueulasse. On dirait que quelqu'un a généré en 3D avec ChatGPT ce film-là. C'est trop crips. Ouais, ça fait ça. Okay. Je me souviens quand j'avais commencé avec les Blu-ray, puis j'avais une télé HD, j'étais comme ah ouais, ok, c'est ça. Puis je me suis rendu compte après que c'était ah ouais, non, le motion blur était activé. Ouais, puis là c'était laid. L'autre, on a l'avantage, c'est que si on a un Yohan dans nos amis, on peut facilement le faire venir à la maison pour qu'il te règle toute cette affaire-là. Ah ouais. Mais c'est assez simple aussi, là. C'est juste une option dans le menu, là, mais... Non, fais venir Yohan pour ça. Ouais, ben, fais venir Yohan pour tout. Hein. Exact. Faire me poser une tablette aussi, tant qu'à ça. Sinon, une sortie de Clou, le film Clou. Je l'aime, ça, film. Il sort en 4K. Et là, c'est encore Shout Factory. Fait qu'il n'y a pas tant d'affaires de plus. C'est donc bien plate que c'est devenu comme la saucisse, leur affaire. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, tu sais, présentement, c'est un peu l'âge... Bon, je vais dire l'âge d'or. Je sais pas trop c'est quoi l'expression. Mais puis là, il y a quelqu'un qui cogne dans l'escalier, puis ça me gosse. J'entends pas. Excuse-moi, j'entends, puis je suis distrait. Je reviens. Centre-toi. Oui, je me sens. Ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, il y a tellement de boutiques labels qui sortent, là, qui se forcent pour sortir des films qui n'ont pas eu de sortie vraiment physique depuis longtemps ou que ce soit, puis, tu sais, ils mettent vraiment beaucoup d'amour là-dedans, puis Shout, eux, on dirait qu'ils font comme... Bon, on a ce film-là, on va le ressortir en 4K, puis c'est tout. Il me semble qu'au début... Il n'y a comme pas il n'y a rien. Il me semble qu'à leur début, ils étaient dans ceux, justement, qui sortaient des affaires intéressantes avec beaucoup de features, puis beaucoup de matériel supplémentaire, puis des curiosités, puis on dirait qu'ils ont abandonné ça un petit peu par la bande avec le temps. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas, c'est peut-être plus les mêmes personnes qui sont derrière ça, puis ils font pas autant d'argent qu'ils voulaient, ou je sais pas. Ouais. Fait qu'ils mettent pas tant d'efforts, mais bon, il y a une entrevue avec un film music historian. Fait que, hey, écoute, nice. Puis vous avez les 3 fins différentes. Ah, il y a 3 fins différentes, ouais. Donc, il y a ça. Sinon, là, on s'en va chez une autre compagnie, Kino Lorber, qui, eux, c'est un peu l'inverse. Eux, au début, les premiers que j'achetais, il y avait comme le trailer de plus. Ou, là, tu sais, rien de grave. Mais là, à cette heure, ils en mettent du stock. Et là, ils sortent un 4K de Face Off. Ah oui, le film de Cage. Nicolas Cage et John Travolta, film de John Woo aussi. Oui, il y a des pigeons. Oui, des pigeons en tabarnak. Mais là, vos pigeons vont être en 4K, fait que ça va être beau. J'ai la liste, là, puis je regarde les bonus qu'il y a, puis tu sais, il y a les commentaires avec le réalisateur, commentaires avec des auteurs, blablabla. Tu sais, il y a quand même une coupe d'affaires, puis c'est une restauration aussi de l'original, il appelle ça le camera negative. Puis l'affaire aussi, c'est que Kino Lorber, leurs prix sont pas mal plus abordables que Shout. Ça ressemble à quoi, mettons, la différence de prix? Ben, mettons, Shout, pour un 4K, ça va te coûter à peu près 40$. Ouais, quand même. Face-Off, ça peut être... ben, pas Face-Off, mais Kino Lorber, ça peut être... mettons, 30-25. Ben, quand tu t'en achètes beaucoup, là, ça fait une grosse différence. Tu parles de prix canadien ou c'est en prix américain? Ouais. Ce que tu... OK. Me semble, là, c'est ça. C'est tout le temps 39,99 pour les Shout Factory. Mais là, les 4K, j'ai l'impression que c'est même plus cher, mais bon. Écoute, c'est super, super intéressant ce que j'ai raconté. Moi, j'aime ça. OK, c'est bon. J'avais besoin qu'on me rassure. Oh, oui, je te rassure, je suis intéressé. Donc, c'est ça, le 4K. Moi, j'étais étonné qu'il n'y en ait pas encore. Fait que tant mieux.
Sinon, il y a Arrow Video qui sort un coffret qui s'appelle Savage Guns for Classic Westerns. Donc, si vous aimez le spaghetti western, vous avez le film I Want Him Dead. La version originale, c'est Lo Voglio Morto. Film de 68. Voici le Google Translate. Go for it. Là, on va voir si la technologie s'est améliorée. Ouais. Après que sa sœur ait été kidnappée et assassinée, les plans de vengeance d'un flingueur impliquent l'assassinat de 2 généraux pour prolonger la guerre civile. OK. Écoute, chacun ses passe-temps. Ouais. Tu sais, puis là, j'ai pas trop fait de recherche sur le coffret, mais tu vois que ça met en vedette un certain Greg Hill. Puis là, je suis pas mal sûr que c'est pas son vrai nom, puis c'est genre quelqu'un qui a pris un nom pour ressembler au nom de Terence Hill. J'ai l'impression que c'est ça. Sinon, après, il y a le film Hell Puro, où le nom en anglais, c'est The Reward's Yours, The Man's Mind. Donc, c'est un groupe de tueurs recherche le tireur recherché El Puro pour je sais pas, ça me fait rire. Ça me fait penser à Duro, dans le fond. Ah oui, mais c'est peut-être son cousin éloigné. Les vitres d'auto. C'est ça, oui. El Puro pour... El Puro pour une récompense de 10 000 $. Leur cible, un ivrogne est fatigué de vivre et poussé à l'action après avoir assassiné sa petite amie Rosie. OK. Ouais. En tout cas, il y a un certain sens dans la phrase, là, mais bon. Prochain, c'est Wrath of the Wind de 70. Ce western se déroule à Valence, en Espagne, à la fin du 19e siècle et met en vedette un flingueur discret. Le méchant et le propriétaire... Ouais. Le méchant est le propriétaire et aristocrate local qui maltraite horriblement les ouvriers de sa communauté. Et celui-là met en vedette Terence Hill. Donc, voilà. Et le dernier dans le coffret, ça-là, je l'ai déjà vu, mais ça fait longtemps, dans un coffret que je crois que j'ai passé à Gauthier et qu'il a encore. C'est The Four of the Apocalypse, ou I Quattro del Apocalisse, qui est un western réalisé par Lucio Fulci. Oh, quand même. Et qui met en vedette Fabio Testi. Oh, Fabio Testi, on l'aime, lui. Donc, 4 petits criminels, 3 hommes et une femme, errent sur les terrains déserts du Far West de l'Utah et sont traqués par un bandit sadique. Donc, si vous aimez le spaghetti western, il y a ça. T'en service, c'est comme... T'as Fabio Testi quand même, c'est pas n'importe quoi, là. Sinon, je reviens avec Kino Lorbert qui a sorti... C'est comme faire rire ce nom-là, Kino Lorbert. On dirait que c'est un fake name. Ouais, je sais même pas si je le prononce comme il faut, mais bon, je le prononce comme c'est écrit. Okay. Lombert. Puis eux, ils ont sorti un sous-label qui s'appelle Kino Cult. Fait que c'est des films cultes, évidemment. Et là, on sort le film qui s'appelle Underworld en 4K. Mais non, en fait, merci. Non, merci. Mais c'est pas celui que tu penses. C'est le Clive Barker Underworld. Donc, un film écrit par Clive Barker qui a fait Hellraiser. C'est pas Nightbreed. C'est pas un autre... OK. Non, c'est un autre film. Parce que Nightbreed, ça se passait dans une cité souterraine aussi. C'est vrai. Nightbreed, c'est celui-là où que le méchant, c'est le boss de George dans les dernières saisons de Seinfeld? Je pense que oui. En même temps, ce film-là est tellement édité puis tronqué que c'est très difficile de suivre. Puis c'est pas à cause que c'était un mauvais scénario. En tout cas, je crois pas. C'est juste que le film a été charcuté par le studio. C'est horrible. Il y a des bouts que tu comprends pas pour qu'est-ce qui se passe. Il te manque tellement d'informations. Eh bien, celui-là, Underworld, j'ai le Google Translate. Lorsque la pute de grande classe, Nicole, est kidnappée dans son bordel, le riche homme d'affaires Hugo Motherskill engage son ex-amour Roy Bain pour la retrouver. Roy Bain. En enquêtant sur la disparition, il trouve finalement des traces qui mènent au docteur Savary, qui a produit une étrange poudre blanche convoitée par une race d'êtres humains difformes qui vivent dans le monde souterrain, dans les égouts en contrebas de la ville. Yep. Ouais, OK. Ben, je suis intrigué, écoute. Tu me l'as pas vraiment vendu. Non, mais... J'étais de mauvaise foi. Je suis pas un vendeur, là. Moi, je fais juste parler oui.
qui est sorti. Sinon, il y a Arrow Video encore qui sort The Warriors, le classique de Walter Hill, où c'est des gangs de rue qui se battent. Ça, c'était bon, ça. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est la première fois, surtout en HD, que le theatrical cut sort. Parce qu'il avait fait une édition avec des espèces de transitions, pages de BD bizarres qui étaient sorties en 2005 à peu près. Ouais, je me souviens. Puis moi, c'est la seule version que j'ai vue. Fait que là, c'est une grosse sortie quand même parce que t'as les deux versions du film. Puis, tu sais, c'est Arrow Video qui sort ça comme en coffret avec ben des affaires en dedans. Tu sais, j'ai une liste. Honnêtement, là, ce que je vois présentement, c'est juste un bloc de texte de special feature. Mais je sais qu'évidemment, ça vient avec des postcards puis des... je crois qu'il y a même des logos, en collant, ouais. des différentes gangs dans le film. Ça. Ouais, comment tu l'expliquerais pour les gens qui n'ont jamais vu Warriors? Parce que c'est un peu... c'est comme un univers dans lequel les gangs se sont créés une société secrète ou je sais pas comment... Ouais, c'est ça. Puis que chaque gang, il y a comme un genre de tournoi, je sais pas. Pensez à John Wick, mais enlevé comme l'univers des chasseurs de primes pour un univers de gangs de rue dans les années 80 à New York. C'est ça, puis les gangs ont chacun des thèmes. Ouais, puis un code d'honneur. Puis... Ouais. Fucking bon comme film. Ouais. Puis sinon, rapidement, juste dire que Silver Bullet, le film de loup-garou avec Gary Busey, je crois basé sur le livre de Stephen King. Ouais, c'est ça. Va sortir en 4K. Il y a aussi JFK, le fameux film Oliver Stone. The Dead Zone, qui est une ressortie en 4K du Blu-ray de Shout Factory, et Office Christmas Party, pour ceux qui veulent quelque chose de différent. T'avais-tu aimé ça, toi, Office Christmas Party? J'avais trouvé ça correct. J'avais aimé des bouts, mais je pense que j'aimais juste les choses qui se passaient dans le party. Ouais, l'espèce de quête à côté, je m'en fous. On s'en crissait, ouais, c'est ça. Puis j'ai vu aussi une nouvelle comme quoi en février, il va y avoir Darkman en 4K. Pour les fans. Oh, nice. Voilà. Dans le genre de Office Christmas Party, je pense que mon nouveau classique du temps des fêtes que j'aime bien écouter, qui a été fait dans les dernières années, même si ça fait quelques temps quand même, c'est The Night Before. C'est un film de poteux de Noël, mais qui a tellement d'âme. J'aime beaucoup ce film-là. On va l'écouter sur Discord dans le temps des fêtes. Ah ouais, ça s'écoute super bien. Ça, c'est très cool. J'ai écouté ça fait pas longtemps que je l'ai fini. Ça fait peut-être une heure. Là. J'ai écouté Family Switch, un nouveau film sur Netflix, un film de Noël avec Ed Helms et Jennifer Garner. OK. Et que là, les enfants switchent avec les parents. Ouais. Tu sais, genre ils ont souhaité de quoi, un body switch movie. Puis la seule affaire que je peux vraiment mentionner, c'est qu'il y a 2 scènes avec 2 membres de Weezer. Quoi? Qui sont dans un band avec Ed Helms, puis à la fin, ben, ils jouent toute une toune avec le reste de Weezer. Fait que River Como est là? Oui, puis il y a des lignes, là. Il acte. Oh my God. Brian Bell aussi, qui est le guitariste. Fait que c'est spécial. Ça vaut-tu la peine ou ça vaut pas la peine? Non. C'est juste de la merde, là? Ah ben, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est juste que, tu sais, il n'y a aucun personnage qui agit comme des êtres humains. Ouais. Je veux dire, tu te réveilles le lendemain matin, puis tu te rends compte que tu as switché de corps avec ton père. Tu vas pas travailler, là. Oh non, c'est ça. Prenez off. Appelez. Dites que vous avez la COVID, toute la famille, puis remettez vos rendez-vous plus tard, puis essayez de régler ça. Crissez-vous pas dans les situations dans lesquelles vous êtes confrontés habituellement. Là. C'est pas vrai là, que c'est une bonne idée de faire ça. Ouais. En tout cas, Jennifer Garner, elle pète puis elle rote. Hey, ça, c'est drôle. Ça va bien pour sa carrière depuis un bout, elle. Ouais. Parlant de carrière, Simon, tu sais que j'aime la franchise. Francon ou Miron? Joke de Montréal! Yes. Non, je vais te parler en fait de la franchise Scream. Que j'affectionne particulièrement. Là, c'est drôle parce que la semaine passée, on a reçu Axel pour son livre Passage secret, sa nouvelle BD que je vous invite à acheter. Puis la semaine d'avant, on a reçu la gang de Skate Park.
Puis avant ça, en fait, on a eu aussi Étienne Forêt. Fait qu'on j'ai pas eu vraiment l'occasion de parler de toutes les annonces qu'il y a eu dernièrement là, dans le cinéma, puis il y en a eu quand même pas mal dans la dernière semaine. Fait que je suis un genre de... Je reviens en arrière ces annonces qui sont passées dans la semaine pour... Récapitulatif. Ouais, je copie-paste ce que tu viens de dire. Là. Fait que ça en est passé quand même pas mal. La première annonce, c'est que l'actrice Melissa Barrera, qui incarnait le personnage principal de Sam Carpenter depuis le Scream de 2022, a été congédiée de Scream 7, qui était censé commencer le tournage quelque part cet hiver à Montréal, après que l'actrice a diffusé des commentaires concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Donc, il y a Spyglass qui possède maintenant la franchise, qui a émis un petit communiqué, je vais vous le lire, c'est très rapide. La position de Spyglass est claire et sans équivoque, nous avons une tolérance zéro pour l'antisémitisme ou l'incitation à la haine sous quelque forme que ce soit, y compris les fausses références au génocide, au nettoyage ethnique, à la distorsion de l'Holocauste et à tout ce qui franchit de manière flagrante la ligne du discours de la haine. Là, je ne vais pas vous dire ce qu'elle a écrit sur les médias sociaux. Je ne vais même pas prendre position, mais allez lire ce qu'elle a écrit. La seule chose que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un petit peu excessif. Je comprends pas trop. Là. J'ai l'impression que ça a l'air presque d'une excuse, cette histoire-là. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Sinon, écoutez, là, c'était le personnage qui avait un peu... avec le reste de la distribution, ravivé la franchise en 2022. Film qui avait quand même rapporté 137,7 millions de dollars au box-office. Et la version de 2023 a rapporté 168,9 millions. Les fans de Scream, sont vraiment fidèles. J'en fais partie. C'est une franchise que j'aime beaucoup. Puis la refonte avait été bien accueillie. Il y avait Christopher Landon qui était censé réaliser Scream 7, qui s'en vient toujours, qui est encore dans les plans. C'est le réalisateur de Happy Death Day. Et lui, il a spécifié sur les médias sociaux que ce n'était pas sa décision, qui trouvait ça quand même dommage. Un jour plus tard, parce que c'est pas fini, Jenna Ortega, qui est l'actrice qui jouait la sœur de Melissa Barrera dans le film, a annoncé qu'elle ne fera pas partie de la distribution de Scream 7. Cette décision aurait été prise il y a plusieurs mois de ça, ça n'a rien à voir avec le congédiement de sa co-star. Il y a des sources qui disent que c'est à cause qu'elle est en négociation pour son contrat, puisqu'elle avait, comme Barrera, signé seulement pour 2 films, et que elle, son profil a été comme... Il n'était pas bonifié, mais il a grossi à Hollywood dans les dernières années. Ça l'a fait Wednesday. Oui, avec Wednesday. X aussi, dans lequel elle avait participé. Donc, elle ne fera pas partie de la distribution. Certains disent qu'elle demandait trop, entre guillemets. Là. Je fais des guillemets radiophoniques parce que Spyglass avait quand même laissé tomber Neve Campbell pour Scream 6. Ouais. Et elle avait déclaré, l'actrice, qu'elle n'était pas payée à sa juste valeur. Et là-dessus, écoute, je n'ai pas accès à rien, mais j'y crois. Je crois en esti. Mais que j'y crois. Les studios, là. Oui, c'est pas juste peuplé de gens de bonne foi. Mais parlant justement de Neve Campbell, parce que c'est là le dernier coup de théâtre par rapport à mon grand dossier sur Scream. Oui, bon. La production de Scream 7 sont en train de voir leurs options parce que le tournage s'en vient. Puis c'est une franchise que je pense pas qu'ils vont laisser tomber de sitôt parce qu'elle rapporte quand même du bidou. Et elle considère en ce moment plusieurs options, dont le retour de Neve Campbell en tant que Synette Prescott pour le Scream 7. Donc, là, peut-être qu'elle va être payée à sa juste valeur, j'ose espérer. J'espère. Fait intéressant, je parle de Scream 7 puis du tournage à Montréal. Il y a plusieurs personnes qui ont spéculé que ça se passerait dans la neige, contrairement aux autres Scream. Parce qu'on est en hiver. Là, on parlait d'un tournage quelque part en janvier-février, si je me souviens bien. Donc, un petit twist intéressant peut-être pour la franchise. Ça reste à voir. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Je suis vraiment désolé là, du départ des 2 actrices. J'aimais beaucoup leur chimie à l'écran. Je pensais que le 3e Scream auquel ils allaient participer allait un peu boucler leur boucle dans la franchise pour passer éventuellement à autre chose. Puis semblerait pas pour l'instant qu'on aura son départ. Pas ce départ, pardon, mais cette conclusion. Mais tout est possible à Hollywood. On a vu James Gunn se faire renvoyer il y a jadis pour des propos sur Twitter, puis il a été réengagé plus tard, puis ça a été un peu une erreur d'ailleurs assez massive de la part de Marvel Studios, parce que c'est ce qui a ouvert la porte au départ de James Gunn vers DC Studios. Et maintenant, il est à la tête ou il est co-dirigeant de cette division-là. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a des choses qui peuvent arriver. On ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais voilà ce qu'il y en est pour Scream. Toi, t'aimes ça, Scream? Je sais même pas si t'aimes ça. C'est correct.
OK. Non, ben, je pense que j'ai écouté les 4 premiers, peut-être 2-3 ans, puis j'étais comme, c'est correct, mais... T'as pas écouté les 2 derniers? Non, c'est ça, j'étais en retard. Bon, c'est correct. Je pense que tu peux skipper le 3 puis le 4, puis il n'y a pas de problème, là, mais le 5 et le 6 sont quand même très bien. J'ai déjà vu, fait que je vais les prendre en considération. Pas là, parce qu'il faut se mettre dans le mood de Noël, mais c'est ça. Après Noël, je te dirais, essaye ça te tente là, de vouloir te taper la franchise, ça vaut quand même la peine de se taper back-à-back. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, Simon, qu'il y a un nouvel épisode de Noël chez Isidore qui est sorti. Ouais. Le 75e, il est sorti la semaine passée. Exact. Votre dernier avant la période floue, Gandalf, Marc Hervieux qui gambade dans le bois. Ouais. Donc, c'est le dernier Noël chez Isidore avant Noël pour de vrai, mais vous allez en faire un durant la période floue. Ouais, probablement. Il faut voir pour les dates, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Est-ce qu'on va le sortir pendant la période floue? Ça, c'est une autre affaire. Un autre défi. Il y a enregistré, fêtes, mais après le montage. Mm-hmm. Mais on verra. Excellent. Donc, pour les gens que ça leur tente, allez jeter un coup d'œil à Noël chez Isidore. Excellent podcast sur le temps des fêtes. Ah oui, on a fait une sélection de chansons de Noël qui sont originales, je dirais, dans le sens que c'est pas des grands classiques. Puis, certains ne deviendront pas non plus, là, comme Natacha Saint-Pierre. Pour ça, non, ben ça, non. C'était difficile. Mais ouais, pour bonifier vos playlists, là, excellent. Allez écouter ça. J'ai annoncé à notre ami Laurent qui est tout le temps un peu en background des Mystères étonnants, qui nous aide beaucoup, qu'il y avait un nouvel épisode qui s'en venait la veille de sa mise en ligne, parce qu'habituellement on l'annonce pas à l'avance, puis il était bien excité parce que c'est une grande fan de Noël chez Isidore. Ça lui procure beaucoup de... Je pense que ça procure, pas juste à elle, là. Je pense que ça procure une certaine... comme un apaisement. Genre, t'écoutes ça, puis c'est comme... c'est cozy. C'est un cozy podcast. Ouais, tu peux écouter ça avec une diffusion de bûches de Noël qui brûlent sur Netflix, là, en background. C'est parfait. Un petit lait de poule. Un petit lait de poule ou un petit Baileys. Vas-y donc, mon Simon, on va continuer avec toi. OK. Ben, je vais vous parler j'ai décidé d'écouter des films de Noël sur Tubi. OK, tu t'es fait souffrance. Ouais, puis je me suis dit, OK, ben, je vais écouter aussi des films de Noël de 2023 qui sont sortis sur Tubi. Fait que là, ça vient de sortir du four, là, ces films-là. Peut-être juste mettre un peu les gens au parfum, là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Tubi. C'est une plateforme qui est gratuite. Il y a de la pub. Quoique si vous êtes sur votre ordinateur, vous avez un blocker, il n'y en a pas. Là. Mais il peut y avoir des bons films. Comme récemment, il y a des fois, j'ai vu Exorcist, c'était là, le film de JFK dont tu parlais tantôt, il était là. Les John Wick sont là. Les John Wick sont là. Les vieux Doctor Who sont là. Tous les vieux Doctor Who, il y a une bonne gang en tout cas. Il y a vraiment beaucoup de stock, mais c'est quand tu commences à fouiller un peu plus creux. Ouais. Tu tombes dans vraiment. Il y a de la crap. C'est ça, puis. Je viens de penser à quelque chose, mais je vais revenir. Mais il y a. On dirait que Tubi est très... Il est très au courant de ce qu'ils font, non? Ouais, puis mais aussi, ils sont très... tu sais, donnez-nous vos projets que vous avez faits vous-même. On va les mettre là. Oui. Puis aussi, maintenant, il y a des Tubi Originals. Ouais. Ça, c'est les fonds de tiroir. Là. Mais honnêtement... OK. Tu sais, pour avoir écouté tellement de films de Hallmark de Noël, je me suis dit, ça va être un peu ça, mais plus cheap. Puis finalement, chacun m'a un peu surpris dans son originalité. Au niveau scénaristique, tu parles? Ou... Ouais. Ou, tu sais, ce que je pensais être que ça allait être vraiment comme mauvais et oubliable et pas si pire que ça. Okay. C'est pas des grands films, là. On s'entend. Ça, c'est sûr. Mais... Fait que je vais commencer par le meilleur de la gang. C'est un film qui s'appelle Family Ornaments. Et là, tu regardes le poster, puis c'est genre la face des acteurs dans des boules de Noël. Ah ouais, ça va être... Fait que tu sais, puis c'est marqué comédie, family... Puis là, tu le commences, puis honnêtement, il y a des vibes horreur dans le film. Quoi?
Mais, mettons, c'est comme, prends le film Krampus, le bon. Là. Ouais, le bon, là, pas les autres qui sont faits avec le même non, titre. c'est ça, pas les autres qui sont sur Tubi, justement. Mais enlève Krampus, puis rajoute des monstres un peu, des objets qui prennent vie dans une maison où une famille est pognée. Mais ça se veut une comédie ou ça se veut un film d'horreur? Il y a de l'humour, ça se veut comme un... il appelle ça du gateway horror. Tu sais, genre que... Du gateway horror? C'est genre de l'horreur plus familiale. Oui. Fait que, tu sais, c'est grand-maman. Ça va faire peur aux enfants, mais il n'y a rien de... c'est pas cheap, c'est pas du gore, c'est pas... Non, mais spécial, là, tu me donnes le goût de les écouter, en fait. Celui-là, honnêtement, tu sais, c'est ça, c'est un film fait par un gars qui fait des effets spéciaux pour des plus gros films. Tu sais, je pense j'ai vu son nom associé à, mettons, j'ai vraiment un blanc, là, mais des films, là. OK. Wow, bravo, Simon. Mais là, c'est ça, c'est une famille. Il y a une mère qui est en deuil de sa mère. Puis elle essaie de faire un Noël un peu comme dans le temps. Puis sa mère, elle aimait faire des ornements de Noël. Puis là, elle décide d'en acheter un dans une place avec, tu sais, une genre de... Laisse-moi deviner, un antique. Ouais, puis c'est comme il est possédé ou un affaire de même. Genre, en fait, c'est ça, c'est que tu fais un vœu, puis... évidemment, ce qui arrive n'est pas exactement le vœu, blablabla. Ah ouais, c'est tant twisté, là, genre, je veux pas manquer d'argent, puis là, tu te fais écraser par des dissous, genre. C'est ça, puis l'affaire, c'est qu'à un moment donné, elle souhaite que sa famille disparaisse, mais là, la famille disparaît pas vraiment. Ils se font attaquer par différentes créatures étranges. Il y en a un, c'est un ballon de soccer. Il y en a un autre, c'est une espèce de poisson géant qui flotte. C'est comme, what? Sure. Puis, mais c'est ça, c'est que j'étais surpris parce que avec le poster, t'avais pas l'impression du tout que ça allait là. Ça avait l'air juste d'une comédie familiale cheap de Hallmark, mais non. Il y avait des effets spéciaux, puis on apprend à aimer sa famille là, avec le carnage. Puis c'est ça, je dis que c'est comme Krampus parce que, tu sais, Krampus, c'était un peu ça. C'était une famille pognée dans une maison qui se faisait attaquer par des objets noëlés, tu sais. Ouais, les petits bonhommes, des petits biscuits gingerbread. Puis... C'est ça. Là, on a notre acteur... connu dans le lot qui est Michael Paré. C'est correct si vous savez pas c'est qui, mais si vous savez c'est qui, il est rendu là. Puis il se fait attaquer par une espèce de petit sapin qui revole d'en face. Puis... Ah, c'est ça que t'as mis sur ton Instagram. Ouais. Ça avait l'air d'un rêve fiévreux, genre de truc que tu rêves. Là, ça fait pas de sens, mais ça fait du sens en même temps. Ouais, puis en plus, avec la qualité de l'image, ça donnait une espèce de vibe Insidious au film. Ouais. Franchement, c'était pas cheap de ce que j'ai vu. C'était comme bien. C'était pas si cheap. Puis, oui, c'est un huis clos, puis la famille est pognée, puis ils peuvent pas sortir, mais... Le traitement, il est pas si cheap que ça. Mais tu sens vraiment que c'est un gars qui fait des effets spéciaux, qui s'est dit, je vais faire un film pour mettre mes talents en valeur. T'sais. Parce que l'histoire est de base, là, on a vu ça plein de fois, là, une famille dans une situation, puis là, il faut qu'ils apprennent à s'aimer, puis blablabla. Ben, c'est ça s'appelait Family Ornaments. C'était pas si pire. Mettons, moi, j'ai donné 3 étoiles sur 5. Quand même. C'est pas un. Tu me donnes le goût de l'écouter pour vrai. Mais écoute ça, là, tu sais, t'en écoutes un bon, là, puis t'en écoutes un autre bon, puis après, t'es comme, ça me tente pas de me coucher, je vais me partir ça. Quelque chose de léger pour pas ton attention, elle soit pas super focus. Là. C'est ça. Tu peux faire un casse-tête en même temps. Peut-être que je pourrais écouter ça pour la semaine prochaine. Tu pourrais essayer. Ouais, essayer. Sinon, après, j'ai vu Christmas with the Jerks. Non, Christmas with Jerks. Et là, c'est l'histoire... OK, sur la pochette, une fille qui check son sel, puis là, t'as un couple dans un jacuzzi. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, ben, OK, ça va être un genre de... Les deux, ils vont
se trouver puis tomber en amour. Ben, c'est un peu ça, mais là, c'est vraiment comme un vanity project, si on veut, parce que l'actrice, c'est aussi la réalisatrice et l'auteur, tu sais. Mais ce que j'ai aimé, en fait, dans le film, c'est qu'il y a un petit peu d'humour qui m'a fait rire. Mm-hmm. L'histoire, c'est une actrice qui est comme un peu déchue, qui s'en retourne, qui a besoin d'un break à Noël, qui s'en va dans la maison de sa sœur. Mais là, sa sœur aussi avait décidé de héberger un stuntman qui est évidemment blessé. Fait que là, les deux, ils sont comme hosties, ça me tente pas que tu sois là, toi non plus. Puis là, évidemment, ils apprennent à tomber en amour. Puis l'affaire, c'est ça, c'est que il y a des chansons dans le film, puis les chansons font des jokes sur qu'est-ce qu'on voit. Puis ça me fait rire parce que c'est pas dans un film de Hallmark que je vais voir ça. Genre, les paroles se moquent un peu du scénario du film. Fait que j'ai fait, OK, elle a essayé quelque chose, c'est pas si mauvais. Fait que j'ai donné aussi 3 étoiles. Un peu comme un musical où est-ce qu'il adresse qu'est-ce qui est en train de se passer. Un peu, mais là, c'est vraiment... C'est la musique qui joue entre les scènes, puis des fois, j'étais comme... Au début, j'étais pas sûr qu'est-ce que j'entendais. Puis là, j'ai fait, OK, non, c'est voulu, là. C'est comme une joke. Fait que ça a quand même fonctionné. Rappelle donc le titre, s'il te plaît. Christmas with Jerks. With Jerks. Réalisé par Liana Adams. Sinon, là, je tombe dans ceux qui sont vraiment moins bons, là. Il y a Hot Girl Winter. Et ça, c'est Mère Noël qui décide de prendre des vacances un peu avant Noël. Puis elle en veut au Père Noël de ne pas vouloir la suivre. Fait que là, elle s'en va à Miami essayer de tromper le Père Noël et apprendre à faire du pole dance. Non. Puis là, à un moment donné, ben, le Père Noël, il est comme « Ah, shit, je suis en train de perdre ma femme là, parce que je suis trop concentré sur ma job. » Et puis rien de sacré. Puis là, fait que là, lui, il retourne à Miami. Il s'en va à Miami, puis là, il l'a reséduit en faisant un striptease devant plein de monde. Fait que c'est ça. C'est-tu des vieux Père Noël ou c'est comme des versions up-to-date? Up-to-date, c'est un Père Noël et une Mère Noël noire. Okay. Puis il y a de la magie, il y a des grouillades. Puis c'est ça. C'est un peu... C'est opportuniste. Ouais, puis là, ben c'est ça. Tu sais, vu qu'elle fait du pole dance, puis là, elle devient virale parce que, tu sais... Mère Noël, il fait du pole dance. C'est ça. Mais tu sais, ils ont l'air... Ils sont pas... comment dire... Ils sont pas old-timey Père Noël et Mère Noël. Ils sont vraiment... Tu pourrais les voir, puis ils ont pas l'air d'être le Père Noël. C'est juste 2 personnes. 2 personnes qui... bon. C'est ça. Puis ils ont une maison, puis la maison a l'air d'une maison en Californie, mais tu vois que le green screen à l'extérieur, il nous montre la neige. Ah ben là, écoute. Peux-tu poser une question, parce que c'est la question qui va déterminer si ce sont forcés ou pas, les filmmakers. Est-ce que la pole dance a le pattern d'une canne à la menthe de Noël? Non. Ben, tu vois, ça, pour moi, c'est une occasion manquée, ils se sont pas forcés. Peut-être. En fait, non, c'est ça, parce que c'est sur la plage que ça se passe. Il n'y a pas ça. Voilà, pour le montage final, là, il aurait pu... ouais, mais finalement, elle apprend à danser avec comme la merengue avec un dude, là, puis c'est ça. Hot Girl Winter. Ouais, Hot Girl Winter, To Be Original, j'ai donné 1,5 étoile sur 5. Ouh. Et celui qui est plus tough, c'est un film qui s'appelle The Drone That Saved Christmas. Ouais, ça, je t'ai vu l'écouter, j'ai pas catché c'était quoi. C'est un gars qui a inventé un drone. Puis là, il y a son père qui arrête pas de dire « Hey, tu pourrais sauver des vies avec ce drone-là. » Puis là, il dit « Ouais, mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. » Blablabla. Puis là, en même temps, ce gars-là qui a inventé le drone avait une compagnie qui a vendu pour pouvoir se concentrer là-dessus. Puis là, finalement, la compagnie et lui vont retomber en business. Mais là, l'affaire, c'est qu'il faut pas qu'il dise ça à sa femme. Non, parce pourquoi? que sa femme est enceinte. Ouais. Fait que là, puis son assistante,
à lui, c'est la meilleure amie de sa femme. Fait que là, elle pense qu'il la trompe avec... il est quiproquo. Avec elle. Un classique. Puis pourquoi il veut retourner à la compagnie, blablabla. Puis là, à un moment donné, elle est comme fâchée de tout ça, puis elle tombe sans connaissance. Puis là, elle se réveille dans les limbes de Noël. Ça existe, ça? Ben, ça a l'air. Puis là, il y a Mère Noël, puis une elfe qui est là avec... Ils font du pole dancing. Ben, non, mais ils mangent des biscuits au CBD. Why not? Puis là, il explique, il monte dans une TV pourquoi son mari il fait ça, puis que c'est pas parce qu'il trompe avec sa meilleure amie. Puis là, le mari, lui, de son bord, il se fait donner des contrats par plein de pays pour envoyer des drones dans des situations critiques. C'est comme un peu la promotion des drones par l'armée. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est-tu comme un film de propagande du programme de drones américain? Ben, un peu, je te dirais. C'est pas écrit dans... C'est pas explicite. pas, mais c'est là. Puis aussi l'ancien président de la compagnie qui se fait racheter par le héros, lui, il se retrouve en prison. Puis là, il y a comme des jokes sur le système carcéral. Je suis comme... LOL. C'était comme weird. LOL. Fait que j'ai donné 1 étoile sur 5. Et il y a une scène aussi dans les limbes de Noël où... je me souviens pas. Il parle d'un elfe qui est une mauvaise influence sur le reste. Puis là, il y a un gars qui dit #bad elf. Puis là, t'as 2 elfes géantes qui font #. Puis c'est tout. What? Puis là, j'ai fait Chris, on est en 2023, là. OK, sure. Fait que c'était tout un événement. Wow. Donc, c'est les 4 films que j'ai regardés jusqu'à maintenant. C'était fait de violence. Moi, tu me disais que tu avais commencé à écouter des films de Noël pour te mettre dans le beat. Je sais pas quel beat que tu recherches, mais on ne recherche pas le même. Ben, cette année, j'essaie d'écouter des films que j'ai jamais vus. Ouais, ça, c'est un truc que je me posais des questions parce que là, il faut que je fasse la liste des films que je veux voir sur le Discord durant le temps des fêtes. Puis, il y a tout le temps les mêmes qui reviennent, puis ça fait partie du plaisir, là, réécouter des films qu'on a vus dans les dernières années. Mais j'aimerais ça, écouter des films pour la première fois de Noël que j'ai pas vus. Mm-hmm. Mais pas que c'est nécessairement de la merde. J'aimerais ça quelque chose de le fun. Ouais, je comprends. Ils sont pas... Puis j'ai l'impression que les films de Noël qu'on connaît, c'est ceux qui sont bons. Puis les autres, c'est juste passé pas... tombent un peu entre les cracks. Moi, ben c'est ça. J'ai aussi écouté celui de Eddie Murphy qui était correct. Il a fait un film de Noël? Ouais, qui vient de sortir sur Prime, Candy Cane Lane. OK. Avec, il y a... Bon, je raconterai pas tout le film, là, mais c'était correct, mais c'est un film de famille encore avec du monde qui prennent des décisions qui n'ont pas de bon sens. Mais ça s'écoute, puis c'est quoi j'ai écouté aussi? Non. Le reste, c'était plus comme je tombais par hasard sur des films qui a du Noël. Mais il y a le film de John Woo là, qui sort au cinéma, là, qui s'appelle Silent Night, qui est un film d'action de Noël. Oui, avec ce qui est dedans, là, qui joue le personnage principal déjà. Oh, le gars, là, que sa face est super plate. Oui. Non, mais à chaque fois que je le vois dans un film, je suis comme, encore? On essaye encore de nous vendre. C'est le nouveau Jay Courtney, mais je sais pas c'est quoi son nom. Le gars qui joue Robocop. Jay Courtney. Oui, oui, je sais de qui tu parles. C'est vrai que Jay Courtney, on dirait qu'on voulait nous l'engoncer dans la gorge pendant un bout, hein? L'enfoncer dans la gorge. Il est comme juste... Il joue tout le temps le même Christy drôle. Ouais. J'ai pas de haine pour des acteurs, mais il y a des acteurs qui me rendent indifférent, puis lui, c'est un de ceux-là. Il a tout le temps joué le même dude. Je pense que c'est pas Joel Kinnaman. Kinnaman, ouais. Quelque chose de genre. Ouais, il jouait de Kinnaman. Ouais, c'est ça, Joel Kinnaman. Voilà. John Kinnaman. Ou John Joel. Whatever. Oh. Ce dude-là. Ce gars-là, il joue dans un film de John Woo de Noël. Fait qu'écoute. Ah oui, j'ai vu l'annonce, ouais. Mais attends que ça sorte en... Ouais, c'est ça. Je serais peut-être pas au cinéma pour voir ça. C'est ça. Bon, hey, Simon, es-tu prêt pour une controverse? Parce que c'est ça qui donne des clics.
Ouais. Une grosse controverse là, qui a chamboulé l'univers du comic book américain dans la dernière semaine. J'ai controverse, mais c'en est pas une. Là, c'est juste que ça a fait réagir quand même. Vous connaissez certainement, si vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, la bande dessinée américaine, le classique Batman de Dark Knight Returns, BD de 86 de Frank Miller, dessiné et écrit par Frank Miller. Puis pour les gens qui connaissent pas, ben, c'est la prémisse. On retrouve un Bruce Wayne vieillissant qui reprend la cape, le rôle de Batman après plusieurs années de retraite. Et sur la couverture, pour les gens qui est assez iconique, là, on voit une éclair en arrière-plan, puis à l'avant-plan, on a la silhouette d'un Batman complètement en noir. Et là, c'est très célèbre comme couverture. Ça a été repris d'ailleurs dans le film Batman v Superman de Zack Snyder, où il y a une main par-dessus la tête, puis une devant lui. Puis il y a un internaute qui a retrouvé la page couverture originale avec le crayonné sur la silhouette. Okay. Ce fan de comic book-là, il s'appelle Andy Coury. Il a publié ça sur l'ancien Twitter là, de X. Et en fait, on avait l'impression, avant qu'il publie le crayonné, que c'était lui qui nous faisait dos, Batman qui faisait dos au lecteur, right? Ben en fait, c'est très difficile à expliquer à l'audio, mais non, il nous fait face. C'est vraiment fucked up. Quand tu le vois, tu fais « OK, ouais, je comprends comment c'est placé, tout ça. » Donc, ça a fait exploser un peu l'Internet à la manière de la robe es-tu blanche, es-tu mauve? Puis ça a fait réagir dans l'univers du comic book lui-même, comme Mark Miller, qui a été quand même assez surpris d'autres auteurs de BD divers qui ont réagi par rapport à ça. Allez voir la news sur Geek Tyrant. Ou juste aller voir le Twitter de Andy Coury. C'est K-H-O-U-R-I. Puis c'est assez bluffant. Je sais pas pour vous, moi je le voyais de dos, il y a du monde qui s'ostine, ils l'ont toujours vu de face, puis là c'est parce que le monde ils veulent avoir raison pour je sais pas quelle raison. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Mais ouais, c'est assez fascinant. Mais non, Batman j'ai toujours vu de dos, mais aussi. Je comprends le. Ouais, c'est ça. Fait que mais c'est très difficile à expliquer. Il faut le voir. Parce que même en le regardant, j'étais comme voyons, c'est impossible. Puis là, tu vois le crayonné, tu fais OK, c'est comme ça qu'il visionnait. Tu l'as devant toi? Non, mais je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais. Puis, effectivement, ça paraît en avant. En tout cas. Mais tu sais, je sais pas, j'ai pas vu Frank Miller réagir par rapport à ça. Là. Il pourrait tout à fait... il pourrait juste rétablir le tir, dire « Ouais, ben ça, c'est un vieux crayonné, finalement, qui a jamais été utilisé ou quoi. » Ouais. Fait que, bon. Eh ben, vas-y donc, monsieur Aîné, reste-tu quelque chose? Ou, il me reste des affaires, mais j'attends Laurent. Ouais, ben écoute, je vais comme embrayer sur mon... Mais attends, j'ai quelque chose, par exemple. Oui. Ça, j'ai découvert ça un peu par hasard. Tu sais, dans le dernier épisode de Noël chez Isidore, on a parlé, vers la fin, on parle de notre sélection on appelle ça le bas de Noël. Fait que c'est quelques petites affaires qui parlent de Noël. Ouais. Puis Étienne a parlé d'une vidéo de Steph Cars. Qui fait un genre de une prestation. Ouais, comme dans la rue, puis il y a du monde qui vient jouer avec lui, puis c'est Silent Night, je pense, ou en tout cas, peu importe la chanson. Fait que là, moi, je suis allé voir, tu sais, parce qu'Étienne m'en parle, mais là, le temps que j'aille voir, c'était comme quelques jours après, quand j'ai commencé à éditer l'épisode, je regarde la vidéo, OK, puis là, je regarde sur sa chaîne YouTube, puis il y a une autre vidéo qui vient de sortir comme une journée avant. Mais là, ça annonce un album de Noël, ça? Non, c'est meilleur que ça, man. Steph Cars écrit, réalise et produit un film de Noël. OK. Qui va s'appeler The True Miracle of Christmas. OK. Qui l'a fait avec sa femme. OK. Puis là, écoutez, là, moi, ça me rend très heureux parce que, premièrement, c'est Steph Cars qui fait un Vanity Project de Noël. Dans lequel il se met en scène, là. Oui, il se met en scène. C'est un musical aussi parce que, tu sais, c'est quand même ça. Puis là, la seule information, tu sais, j'essayais de voir où est-ce que ça va être disponible puis tout ça. Tout ce qu'il y avait comme information, c'est que ça sortait peut-être le 5 décembre, donc demain.
Mais je sais pas où. Ça sera pas en salle, cette affaire-là. Là. Ça va être genre sur Vimeo ou une affaire de location ou sur Tubi. Ouais, ça va sur... J'espère que ça va être sur Tubi. Ça serait malade. Ça marcherait. Ça serait malade. Mais écoutez, un film de Noël fait par notre Steph Cars, tourné en Floride avec sa famille, sur le vrai... sur le vrai Noël, là, le miracle. Oui, le vrai Noël. Ouais, fait que c'est avec c'est ça, Steph Cars, Natasha Cars, Jacob Carter et Stella Corelli. Des faux noms, ça. C'est des faux noms, ça. Je sais pas, mais vous pouvez aller voir le trailer. Il est sur son YouTube. Fait qu'il y a un trailer de sortie, c'est ça que tu disais, OK? Ouais, c'est ça. Une bande-annonce pour ce film-là qui s'appelle Christmas Musical. Fait que, puis tu sais, c'est filmé comme un film Hallmark, là. Je veux dire, ça a la qualité là, d'un de ces films-là. Fait que, écoutez, je peux quand même... je me suis dit, je vais en parler au mystérieux, là, parce que... Ben, quand vous en avez parlé à Noël Chisidon, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Parce que même vous n'étiez pas sûr de ce que c'était. Est-ce que ça annonce un album? Mais je pense que c'est un extrait du film, tu sais, tout simplement. Oh wow, ça a le potentiel d'être crissement mauvais. Ouais, ou tu sais, peut-être ça va juste être plate. Ça se peut. Ça se peut. Mais tu sais, quand ta prémisse, c'est tu te fais jouer dedans, t'as réalisé, t'as écrit, faut que t'aies confiance en esti. Faut que t'aies confiance, mais tu sais, quand t'as jamais eu une expérience professionnelle de la sorte auparavant, c'est souvent des chutes importantes. Ouais, fait que je suis très curieux de voir ça. On me dit dans mon oreille que Laurent est en chemin, mon cher Simon, il s'en vient. Ouais. 2 minutes, puis il va être présent. Le temps de vous parler de quelque chose? Ben oui. Parce que, encore une fois, ça fait partie des nouvelles dont j'ai pas eu le temps de parler dans les dernières semaines parce que j'étais, pas non seulement j'étais très occupé, on a reçu des gens en studio, le studio étant chez nous, pour parler de la sortie de leur album. Donc, on a passé à côté de ça, mais Dave Filoni, qui est un des qui a laissé sa marque en fait sur l'univers de Star Wars dans les dernières années. Il a travaillé sur les séries d'animation Clone Wars, Rebels et aussi sur la série The Mandalorian que notre amie Marilyn se refuse d'écouter. Il a créé Ahsoka qui a été diffusée. Elle n'a toujours pas écouté? Non, elle n'a pas écouté. Je pense qu'elle n'a rien écouté de Star Wars depuis le dernier film. C'est son choix. Je pense qu'elle veut... je pense que c'est une prise de position plus que d'autres choses. Là. Parce que la série Ahsoka, c'était quand même particulièrement excellent. Moi, j'avais bien aimé ça. Alors, lui qui œuvre dans l'univers de Star Wars depuis longtemps, depuis plusieurs années, il était d'ailleurs... déjà chez Lucasfilm dans le temps que George Lucas était encore à la tête de l'organisation avant le rachat de Disney. Il s'est fait offrir une promotion assez intéressante qui va mettre en valeur tous ses compétences créatives. Il a été nommé Chief Creative Officer, donc c'est quelqu'un qui va accompagner dès le départ, dès le début de certains projets, que ce soit filmique, télévisuel et autres. Donc, être impliqué dans le développement en fait de ces projets-là. Donc pour pouvoir les aligner avec le reste de l'univers de Star Wars, leur donner un ton. Filoni, dans le passé, puis c'est ce qu'il disait quand l'annonce a été fait, il était amené des fois en cours de parcours, puis c'était déjà fait depuis longtemps. Les projets étaient déjà développés depuis un certain temps. Donc c'est un petit peu tard pour réajuster le tir s'il y a un problème. Mm-hmm. Puis donc maintenant d'être impliqué dès le départ, ben, ça va pouvoir mettre le ton, mettre les bases. Puis écoute, Filoni, c'est pas une personne créative parfaite, mais sa voix créative est assez intéressante. Donc je suis bien content. Lui-même a un projet en développement qui va se passer entre Return of the Jedi et The Force Awakens, qui va certainement mettre en scène les personnages de Mandalorian et de Ahsoka, un peu pour unifier le tout. Donc je suis bien content que ce soit lui qui est impliqué. Je sais que Disney, depuis quelques années, veulent relancer Star Wars au cinéma, qui a eu des recettes plutôt décevantes dans ses derniers opus. Et c'est certainement grâce à ça qu'ils vont ramener de l'argent dans la franchise. Donc, avoir un gars à la table va certainement aider. En termes de gars, justement, en parlant de gars qui va être à la table, on a notre ami Laurent Boutin qui vient de se joindre à nous. À la table des enfants? Oui, à la table des enfants. À la table des enfants. C'est ça. Ouais, c'est la meilleure place. Ben, pour vrai, c'est là où il se passe des affaires. Ben, c'est ça. C'est moins plate. Ben, c'est parce qu'on parle pas de politique. Puis, ça dépend des enfants. C'est les enfants qui sont plates. C'est ça. Ben, c'est vrai. Comment ça va, Laurent? Ça a été compliqué, la grosse neige aujourd'hui pour retourner chez nous. Les rues sont mal déblayées. Hein? Oui. C'est ça qui se passe. C'était plus de sport que d'habitude.
Voilà. Mais je suis là. T'étais pas en salut. vélo, t'étais pas en vélo. Non, j'ai rangé mon vélo hier, imagine-toi. Oui, donc, tu l'as senti venir, hein? Ben, c'est surtout ce qui me pousse le plus à ranger mon vélo, c'est la gratte. Mm-hmm. Dès qu'il se met à avoir de la neige au sol, je suis comme ah non, il va se faire ramasser par une chenillette. Vite, faut que je le range. Je suis super nerveux. Je suis comme voilà, j'ai fait ça. Il va être arrivé, Laurent a rangé son vélo. Et ouais, c'est ça. Je suis le bearer of bad news, mais c'est ça. Là, je pense que ton cousin t'a tagué dans le chat parce qu'il a dit Nicole Boutin, Laurent veut être à la table des enfants pour Noël. Fait que d'après moi, tu vas te retrouver à la table des enfants au souper de Noël, mon Laurent. C'est ça qui arrive quand ton cousin écoute le show. Ouais, c'est ça qui arrive. c'est chez sa mère. Noël, ok, bon. Fait que c'est pour ça. C'est bon. Ben, il y a des plugs pour arranger ça. Ouais. Okay. Ça va brasser à cette table-là. En parlant de choses qui brassent, ça se passe comment à la librairie? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font leur achat de Noël de ce temps-ci? C'est Noël. Oui, c'est Noël. C'est Noël de tous les bords. Ça ronde comme si c'était Noël. Ça sort comme si c'était Noël. Ça finit jamais comme si c'était Noël. Internet comme si c'était Noël. Ouais. Ça gastonne la gaffe comme si c'était Noël. J'imagine que ça gastonne en esti. Hey, ça gastonne, là, on pourrait croire en écoutant les podcasts du Québec que les gens sont calissent de Gaston Lagaffe. Non. Mais dans Attends, wow. Les podcasts du Québec, nous autres, on s'en calisse pas. Ouais, non, je parlais de... Quel autre podcast à qui tu nous trompes, Laurent? Voyons. Ouais, j'écoutais je fais du rattrapage de DC. Ah oui. Linda Pizza s'entorche de DC. Oui, ça. De Gaston Lagaffe. Mais pas Julien. Julien est vraiment... Non, c'est vrai. Il est convaincu, là. C'est un de ceux qui veulent l'acheter. Simon, il y a quelque chose aussi, tu sais, je pense que de dire qu'on s'en calisse à quelque chose que Julien aime, ça fait partie aussi de la blague du podcast. Oui. Je veux savoir si elle s'en fout vraiment ou pas. Bonne question. Peut-être qu'elle s'en crisse pas. C'est vrai. Elle est peut-être indifférente, mais sans crisser, c'est plus intense. Oui, c'est vrai que, d'après moi, elle s'en calisse avec moins de violence. Exact. C'est ça, oui. Il y a un calice, ça vient avec une hargne. Ouais. Mais toi, Laurent, qu'est-ce que tu as... Parce que je sais que Simon, il attendait de te voir pour te parler de trucs. Là. J'ai l'impression que vous avez peut-être des nouvelles. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Hein, c'est vrai. Ben, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié de loader ton thème dans le soundboard. Je suis désolé. Mais c'est parce que c'est ça. Il s'est passé des affaires. Puis j'ai eu la COVID. Puis, oui. C'est ça. L'as-tu eu rough, toi, comme Jake? Parce que Jake, il l'a eu pas mal rough. C'était pas le fun. Je dirais pas que c'était le fun. Mais je pense que c'était moins pire que mon autre fois. C'était moins de délire fiévreux. OK, parce que moi, la première fois que je l'ai eu, c'était pas trippé, mais puis là, je l'évite, mais de ce temps-ci, je suis de retour au travail, fait que, tu sais, le métro, tout ça. Puis là, aujourd'hui, on faisait une visite de site, puis la personne à côté de moi nous a raconté fièrement que la personne dans l'avion à côté d'elle, parce que c'est une délégation qui venait nous visiter, avait attrapé la COVID. Fait que j'étais comme, hey, sérieux, là, je peux-tu pas me pogner un break, là? Mais en tout cas, tranche de vie. Il y a des gens qui font moins attention que d'autres. Oui, il y en a pour qui c'est une joke. C'est ça. Fait que, vous voulez des nouvelles? Ben, on est là pour ça, j'espère. Oui, entre autres. Ou je peux aussi parler de Godzilla tout le show. Ben, moi, je t'attendais parce que moi aussi, je l'ai vu. Commençons avec ça. Simon, tu veux-tu y aller? Puis Laurent, il va comme pouvoir enchaîner. J'ai vu Godzilla -1. Oh my God! Évidemment, on peut pas trop spoiler, mais je voulais avoir les impressions de Laurent. Êtes-vous allés ensemble? Non, moi je suis allé avec Jake le jeudi. Okay. J'ai vu ça sur un écran IMAX. Nice. C'était tellement bon. Puis je pense que j'avais regardé la bande-annonce, mais très rapidement, juste pour me dire comme OK, c'est quelque chose qui se passe juste après la Deuxième Guerre. Fait que c'est intéressant. C'est un nouveau concept pour Godzilla. Quelque chose qui se passe de retcon. Ouais, c'est une nouvelle timeline, ça. Ouais. Puis c'est le Godzilla avec le plus d'émotion, je te dirais. Le plus le tragique est très présent. La peur est là. Tu sais, il y a des moments vraiment rough dans le film.
mais ça fait juste aider le récit, puis ça fait que ce film-là est... Oui, c'est un film de Godzilla, mais c'est un hostie de bon film. Avez-vous l'impression que c'est la Toho qui réagit au succès des Godzilla américains, qui mettent le paquet pour dire « Attends, check bien ça, hold my beer ». Nous autres, on peut faire des Godzilla intéressants. Je pense pas. J'ai pas le... Tu vois, j'ai l'impression que Shin Gojira, c'était plus ça que Minus One. J'ai l'impression que ça fait son petite affaire. Du fait que c'est un film historique puis que ça revient vraiment mettre ça dans Godzilla en tant que conséquence nucléaire de la Deuxième Guerre mondiale et en tant que traumatisme d'un peuple face à la guerre et à sa défaite. J'ai l'impression que c'est juste... Genre, ils ont fait leur propre affaire en se sacrant bien de nous autres. Bon, ouais. Ouais. Mais je renchéris aussi. En fait, je pense que c'est le premier Godzilla depuis l'original de 54 où, genre, j'aime pas ça que Godzilla cause des affaires, genre. Je trouve ça douloureux puis pas le fun à regarder, là. Malgré que ça soit particulièrement épique, là, mais effectivement, il y a le côté dramatique humain est vraiment très présent et fort. Puis pour vrai, tout a marché pour moi. Là. J'étais comme... C'était maquette ou c'est en 3D? C'est beaucoup 3D. Il y a quand même des shots où Godzilla est dans l'eau que j'ai l'impression que c'est quand même de l'animatronique. OK. Parce que tu le vois hacher sa petite tête comme ça, dans un petit mouvement. Il est super cute et terrifiant à la fois. Ah ouais, à un moment donné, il suit un bateau. Ouais. Puis un petit bateau et il y a sa tête qui dépasse de l'eau. D'habitude, c'est juste comme le dos qu'on voit pour des shots de même, mais là, il y a sa tête puis il est focus sur le bateau. Il est vicieux. C'est épeurant. Là. Mais ouais, j'ai full embarqué. J'étais comme pas sûr au début. J'étais comme... c'est parce qu'il y a des twists. Là. Ouais. C'est qu'on on le voit super vite dans le film, mais c'est comme une espèce de petit Godzilla dinosaure, genre, je sais comment, ok, tu sais, faut dire que je suis arrivé là en sachant, je pense que j'ai même pas vu un trailer, j'ai réalisé en arrivant dans la salle que j'ai aucune idée c'est quoi que je m'en vais voir, genre, c'est-tu une suite de Shin Gojira, c'est-tu d'autres choses, j'étais comme, ah, mon Dieu, je suis comme zéro préparé. Ouais, moi je pensais qu'il travaillait sur une suite à Shin Gojira. Ben c'est ça, mais là c'est pour ça au début je le voyais tout petit, puis j'étais comme ok, ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, dans Shin Gojira c'est plus contemporain, peut-être que c'est un genre de prequel où on va juste avoir un petit Godzilla dinosaure. Puis là j'étais comme pourquoi pas, je suis down avec ça. Finalement je suis complètement dans le champ, mais c'était malade. Puis t'as-tu vu la bande-annonce de... Ouais, dis-les donc. Godzilla X Kong de New Empire. Ouais, je me suis posé beaucoup de questions ce matin sur comment on prononçait ce long titre-là. Ouais. Mais oui, je l'ai vu, ça a l'air complètement over the top tata, puis je suis bien excité. Oui, c'est vraiment la meilleure description que tu pouvais faire. Là. Ça a l'air complètement over the top tata. Je trouve ça malade parce que là, il y a Minus One qui vient de sortir. Tu as celui-là qui s'en vient. C'est tellement deux types de films très différents, mais avec Godzilla. Genre que là, Godzilla, tu peux l'utiliser à plusieurs sauces, puis ça fonctionne. Ben, il fonctionne. On n'a pas vu le nouveau, mais je veux dire, ça a l'air le fun pareil. Ils ont chacun leur créneau. Super aussi. Niaiseux, mais écoute, moi, Godzilla qui team up avec Kong, je veux voir ça. Kong qui a un bras de métal, esti. Ben oui. Malade. Oui, puis là, attends, Godzilla qui sprint. Oui. Vu ça, c'est que j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe ici, là? Genre, ça fait partie du personnage, genre, guillemets, de que ça soit tellement gros et très lent, mais genre unstoppable, mais très lent. Mais là, s'il se met à sprinter en plus, on est fucked, là. La série aussi Monarch qui est sortie sur Disney+, là, que je suis bien curieux. Là, j'ai goût de me rabonner à Apple juste pour ça. Moi, j'en ai profité pour... j'avais genre un mois gratuit en banque ou quelque chose. Là, fait que j'ai commencé. Je suis à jour dans mon Monarch. C'est comment? Efficace. Je dirais pas que c'est excellent, mais j'ai ça du rajoute fun. Quand même pas mal au lore. Écoute, le film se passe genre 1 an après le Godzilla de Gareth Edwards en 2014. Le premier. Ouais, le premier. Puis fait qu'avant le reste qu'on
connaît de cette saga-là du Legendary Godzilla. Ça rajoute au lore, oui, parce qu'il y a aussi une partie qui se passe dans les années 40, justement, où ils cherchent des mutos, des monstres, puis des titans, puis tout. Puis là, en tout cas, il y a un mystère, puis il y a Kurt Russell. Ben là, t'en business, c'est ça. Je peux pas vous démontrer dans une série télé de Godzilla. N'en dis pas plus. C'est ça, tu sais, comme, je veux dire, c'est comme Noël. Ouais, déjà. Même si c'est pas le film de Noël de Kurt Russell. Ouais. OK. Puis toi, t'avais quoi de ton bar sinon, Laurent? OK, je peux vous parler de... J'ai ça ici. Ça s'appelle des fanzines, les gars. Connaissez-vous? Ah, t'es allé à l'exposé en fin de semaine? Non, j'ai tout manqué ça. Ça me désole. C'est moi qui étais pourtant un abonné, mais oui. Ça. C'est ça. J'ai choisi de faire l'épicerie. C'est bien malheureux. Ah. Mais... T'as changé, Laurent. T'as changé. Je sais. Je faisais pas l'épicerie avant. Et il existe depuis le mois d'avril dernier ce petit fanzine. Alors, pour les gens à la maison, les fanzines, c'est comme des autopublications. Des autopublications souvent limitées, faites à la main, brochées, genre photocopie à machine, brochées à main. Puis celui-là s'appelle Zine de Zine. Il est dirigé par un gars qui s'appelle Isabeau Legendre, qui est un gars qui a fait un doctorat sur la scène historique du Zine de Montréal. Déjà, puis c'est comme pour remettre ça dans l'actualité, en fait que c'est comme il espère en faire 3-4 par année, puis c'est l'actualité du zine au Québec, ainsi que des recensions. Fait que il y a comme les 2 numéros qui sont sortis pour l'instant, il y a comme un gros dossier sur d'interviews avec des bibliothécaires à la fois de la Bibliothèque Frontenac et la BNQ qui ont commencé à tenir des fanzines puis à les prêter aux usagers dans les derniers mois. Attends, excuse-moi, t'as-tu idée comment ils font ça? Parce qu'un fanzine, c'est souvent très... c'est assez... Comment tu peux facilement péter un fanzine, là? Oui. Écoute, tu vois, je suis comme par la bande un peu concerné par tout ça parce que c'est surtout moi qui leur vends des fanzines via mon travail chez Planète BD. J'ai posé la question. C'est ça. En fait, je pense que de un, ils ont surtout adopté un processus de genre de pochette. Fait que genre... pochette protectrice, là, un peu comme ton bag and board quand tu vas t'acheter des comics, mettons. Mais pour les fanzines, fait que je pense que quand tu l'empruntes à la bibliothèque, ça vient déjà emballé mieux que justement, c'est souvent pas de format rigide. Des fois, c'est des formats tout petits. Parce que pour les livres, ils refont des couvertures avec une nouvelle reliure, tout ça, mais c'est assez gros, là. C'est parce qu'un fanzine, c'est ça. Non, ils font pas comme dans les bibliothèques de Montréal où ils décollent la couverture, puis la plastifient, la cartonne, puis la recollent dessus, là. C'est intéressant, par contre, parce que tu as une job quand même d'archivage qui se fait. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est ça. Puis dans les interviews, il y a aussi justement... à la BNQ, la bibliothèque où ce qui prête les fanzines, mais aussi l'autre BNQ, c'est la partie qui s'occupe de l'archivage de toutes les publications du Québec, comment ils gèrent différemment leurs trucs. Fait que c'est super intéressant pour ça. Je sais aussi, là, j'en avais vu une justement de la bibliothèque de Frontenac qui me disait qu'il assumait beaucoup le côté éphémère des fanzines, dans le sens que, ils vont l'acheter, ils vont le prêter, puis une monnaie, s'il est démoli puis il est détruit, c'était comme ça, sa vie de fanzine. Il a bien vécu sa vie. Il a vécu une belle vie de fanzine. C'est ça. Il a déjà une meilleure vie que ce qu'on aurait pu... c'est ça, quand même, ça circule. Des fois, c'est des affaires là, à genre très, très peu de copies. Fait que comme l'été indien que tu avais fait. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu leur as soumis ton fanzine? Oui, on peut-tu le louer à la bibliothèque? Allez-y en grand nombre? Je pense pas, non. Il est sûrement disponible à la partie archivage là, pour consultation seulement, parce que j'ai fait mon dépôt légal à la BNQ, mais je pense pas parce qu'il y avait, quand ils ont commencé à en acheter pour les bibliothèques, pour les prêter, et j'avais déjà, moi, plus de copies. Fait que c'est ça qui arrive. Ouais, moi j'ai une édition originale dédicacée. Wow, chanceux! Ouais. Fait que, puis c'est ça, dans le fanzine, il y a aussi toute une partie qui est recension de fanzines récents, fait que genre des petites chroniques, des petites critiques sur des fanzines, puis là, quand je dis ça, c'est pas seulement des fanzines de bande dessinée, mais aussi des affaires
sur la transidentité, sur le féminisme, sur, comme name it, là, toutes les affaires un peu champ gauche, alterno. Il y a des fanzines là-dessus, puis avec un super bon lexique de où tu peux les trouver, dans quelle librairie, sur quel site le trouver. Là. Moi, ça me rappelle beaucoup, là, quand tu lis des vieux fanzines de la gloire, l'alternative américaine des années 90, là, genre John Porcellino ou Julie Doucet, Adrienne Tominé, il y a tout le temps, quand tu pognes des vieux zines, il y a tout le temps comme « Hey, cette personne a fait un fanzine super cool, envoyez 2 piastres à telle adresse, puis il va vous envoyer un fanzine. » Genre, comme ça me rappelle un peu cette époque-là, que je trouve que quand même cool. Là, fait que, c'est une belle initiative. Comme un buzz. Je pense aussi, oui, puis Isabeau Legendre, donc, qui dirige ça, je pense que c'était aussi le gars qui était derrière l'espace fanzine qu'il y a eu au dernier Salon du Livre la semaine passée, ou il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'ils ont comme fait une genre de levée de fonds pour louer un espace de Salon du Livre, ce qui est une affaire qui coûte très cher en général, mais en vue de représenter la scène du fanzine de Montréal, fait que d'amener des hymnes de tout le monde un peu, puis de faire la promotion de c'était quoi. Puis de faire des petits ateliers avec le public. Là. Je serais curieux, là, parce que comment vous entreposez vos hymnes à la maison? Je serais curieux si vous laissez un message justement sur le SpeakPipe, oui. Parce qu'il y a différentes façons de... Tu mets ça dans une pochette? Comme tu mets ça moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup des porte-revues, qui sont pleins à craquer de tout partout. J'essaie de classer ça en ordre alphabétique, mais des fois aussi, je veux dire, il arrive un moment aussi où j'en ai accumulé depuis vraiment beaucoup d'années. Toi, ça? Oui, c'est ça. Là, je suis comme, comment, tu sais, il y avait une affaire, là, ça s'appelait comment, ça, déjà? Ou en tout cas, Mais, ouais, il n'y a pas de... Tout le monde que je connais qui en ramasse un peu a genre une boîte un peu... Ouais, pêle-mêle, parce que c'est ça, c'est toutes sortes de formats, foutoirs différents. Mais... Enfin... Ben c'est ça, c'est le côté éphémère et unique. Un peu punk. Moi, j'aime le côté punk de cette affaire-là. Ben, c'est ça. DIY. C'est ça. Quand je vais à l'Exposine, c'est aussi ma collectionnite là, qui embarque full pin, là, dans le sens que... Si tu les achètes pas là, tu les auras d'une part. Ben, c'est ça. Il y a des livres qui m'intéressent. Je suis comme, ouais, ça, mais ça peut attendre plus tard. Tandis qu'à l'Exposine, je suis comme, je vais jamais revoir ces choses-là. Il existe comme 52 copies, puis je sais pas où je pourrais le retrouver après. Puis là, je suis comme, je vais rebuzzer. Voilà. Rappelle donc le nom de cette super initiative. Ça s'appelle Zine de Zine. Il y a 2 numéros de disponibles pour l'instant. Puis il devrait en avoir. C'est un peu comme Planche, mais version Zine. Ouais, puis un peu moins. Un peu plus punk, effectivement. Ouais. Puis un peu moins. C'est ça, il n'y a pas tant de BD dedans, mais ça parle beaucoup de BD puis de fanzine. OK. Est-ce que ça parle de Zinedine Zidane? Pas à date. Peut-être qu'il y aura un numéro spécial de Zine de Zinedine. Un Zine sur Zinedine Zidane. Juste pour ça, quelqu'un devrait le faire. Juste pour le titre. On va le faire. Vas-y, fais-le, toi. Ben, c'est tout à toi, Laurent. On a tout passé à chaque page, il donne un coup de tête à quelqu'un de différent. Wow. J'achète tellement ça. C'est ça le cover. Tu sais, comme c'est juste la tête. Ben, lui, comme qui se penche dans le cover, puis l'arrière, c'est ça. C'est le gars qui la mange. C'est tout moi, t'as dit? Ben oui, parce qu'on a passé au travail. Ah ouais, OK. Moi, je fais toutes mes affaires en rafale. Ben oui, Laurent Lafale. Laurent Rafale. OK, je peux vous parler de... D'accord. Est-ce que si je vous dis le nom de Invader, ça vous dit quelque chose, les gars? Invaders from Mars? Invaders In? Plus Space Invader. Ben oui, le jeu Space Invaders, ben oui. Ouais. Alors, basé sur le jeu de Space Invader, il y a un gars un Français, anonyme, qui depuis les années 90 fait du street art, c'est-à-dire qui fait des petites mosaïques de aliens inspirées de Space Invader et en sac partout, à la base dans Paris. Mais comme la plupart des gens qui font du street art, c'est un gars qui voyage puis qui en laisse partout dans les villes. OK. Donc, ça, c'est la prémisse. À cette heure, j'ai lu un livre qui s'appelle Chasseur d'Invader. C'est de Nicolas Keramidas chez Casterman, qui m'a appris qu'en fait, il y a une communauté entière de gens accros à une application de Invader qui est sortie juste avant, mais qui ressemble beaucoup à Pokémon Go, mais qui est vraiment dédiée à chasser
les mosaïques de ce gars de street art-là. Fait que il y a comme une espèce de recension de partout où il y en a dans le monde. Puis là, les gens, il y a comme des communautés, puis sont comme, OK, on va les chercher dans telle ville. Il y en a comme, on sait qu'il y en a 52, il y en a qui existent peut-être plus, mais on va essayer de toutes les trouver. Puis que là, sur ton app, c'est comme t'attrapes un peu les mosaïques en prenant une photo, puis que là, ça te débloque, c'est comme un peu une compétition mondiale de qui va en chasser le plus, puis tout. Mais, ouais, ça m'a un peu... ça m'a un peu fasciné. Le livre, il est comme intéressant. Une moment donné, ça devient long. Là. Ça devient comme un carnet de voyage. Je suis allé à telle ville, puis j'ai comme flashé ces mosaïques-là. Quand tu dis c'est un livre, c'est vraiment un livre, c'est pas une BD qui parle. Oui. Non, c'est une bande dessinée. C'est une grosse bande dessinée de genre 250-300 pages. Quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça devient un peu redondant, je trouve, mais j'ai quand même aimé l'espèce de portrait d'une communauté un peu maniaque sur un sujet très nerd et niche, parce que ça me rejoint, même si j'en fais pas partie. J'ai connecté avec ces gens-là. Fait que c'est ça. C'est vraiment comme un gars qui se fait des amis. Comme j'en ai vu, justement, genre, on a une couple d'amis là, qui ont comme resté dans Pokémon Go, puis qui sont devenus une communauté, puis qui font des voyages, qui font ça, puis que, comme je vois ça de loin, puis je comprends pas trop, puis là, on dirait que j'ai mieux catché la vibe, genre, tu te fais des amis. Ça devient comme une communauté. Ouais, c'est ça, puis que comme ça te fait voyager, puis explorer une ville comme tu l'aurais pas fait sinon, si c'était pas de ça, puis tout, fait que c'est quand même vraiment intéressant. Puis c'est quand même cool, Invader, qu'est-ce qu'il fait? J'aime ça quand même, le street art, là, en général, fait que puis tu sais, c'est ça a l'air d'être d'une belle communauté de tripeux. Parce que c'est ça, tu sais, comme vu que c'est du street art, des fois, mettons, il met des affaires sur des buildings, les gens les autres, la ville les autres et tout. Puis là, il y a comme une communauté de gens qui vont raccrocher les affaires en catimini aussi. Okay. C'est comme, ouais, il y a plein, en tout cas, plein de facettes à cette affaire-là. C'est quand même intéressant. Chasseur d'Invader, ça s'appelle. Excellent. Ensuite, j'ai 2 tout petites brèves. J'ai vu dans Les Inrecuptibles, of all places, que Anne Dorval, notre comédienne bien-aimée, oui, n'est-ce pas? Mon imitation. Allait reteamer avec le scénariste Marc Brunet, avec qui elle a travaillé sur Le cœur a ses raisons et sur Les Bobos. Marc Brunet, qui est aussi responsable pour Like Moi, que j'avais bien aimé. Puis ils vont faire une nouvelle mini-série qui s'appelle Splendeur et Influence, où Anne Dorval va jouer une genre animatrice de reality show un peu dépassée par son époque ou quelque chose. J'ai pas trop compris le système, la prémisse, mais j'ai confiance dans ce team-là parce que j'ai été fan de tout ce qu'ils ont fait ensemble. On annonce au moins 8 épisodes sur tout.tv pour genre 2024-2025. Pas tout de suite, mais ça s'en vient. Et finalement, ma plus grosse nouvelle, ça vous rappelez de Papa Roach? Oui. Ah oui. This is my last resort. Ben, c'est exactement de une ça fois, que je veux parler parce que Simon puis moi puis ton ami Jeffrey était là, puis on faisait juste trouver des versions alternatives de Papa Roach sur YouTube. On était tombé dans du a cappella, du pixel music, puis on en avait sorti là, ça finissait plus là. Une belle soirée. Grosse soirée. Oui, ça faisait rire beaucoup. Ben, je comprends. Ben, tu seras sans doute le public cible de cette nouvelle parce que sache que Papa Roach ont sorti une gamme de produits qu'ils appellent Broken Home Good, qui sont des items de cuisine inspirés de Papa Roach. Quoi? Donc, il y a un tablier de Papa Roach, il y a un cutter à pizza qu'ils ont nommé Cut My Life into Pizza. Et pas d'orgueil. Ouais, et un coffee grinder qui s'appelle Grind These Beans into Pieces. Oh my God. Voilà, c'était tout. Ils sont revenus sous forme d'électroménager. Sous forme d'items de cuisine. On s'attendait pas à ça. Je savais même pas qu'il existait. Ben non, moi non plus, c'est ça. Hey, Colin, c'est leur last resort, I guess, pour faire du cash. C'est ça. Fait que tout ça, c'était quand même, j'ai checké, tu peux tout acheter ça sur la merch de leur site. T'avais, entre autres, si tu veux aussi
prendre un t-shirt sur le site, mais c'est quand même cher. La pizza, c'est genre 30$ US probablement. Pour un couple pizza, il est mieux de marcher en tabarnouche. C'est le genre d'affaire que ton beau-frère t'offre ironiquement à Noël, mais qu'après que tu l'as utilisé une fois, ça te fait plus rire. Là. C'est plus... non, mais tu sais, s'il coupe vraiment bien la pizza, tu vas continuer à l'utiliser. Oui, c'est sûr. Chaque fois que tu vas couper, tu vas chanter à tout. Mais tu sais, je suis pas mal sûr que chez Stokes, t'as des coupes pizza pour moins cher. Il y a des chances. Hey, Stokes. Excusez, je connais pas d'autres magasins. Le magasin que les parents vont, mais qu'on n'est jamais allé. On n'est jamais rentré dedans. Moi, je suis allé... Il y en a un sur la plaza. Là. C'est parce que tu as acheté une batterie de cuisine, c'est ce qui est arrivé. Ouais, dans mon premier appart que j'habitais tout seul, j'avais besoin de quelques items que j'avais pas. Ouais, c'est là que tu vas. Voilà. Un petit truc, Canadian Tire aussi, en font des bons. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais fini, Laurent? Ben oui, j'ai fait le tour. J'ai speedrunné mes nouvelles. Excellent. De toute façon, on va parler de la BD dans pas long. On va parler du retour de CM Punk. Ah, ben, comment ça, t'es au courant de ça, toi? Ouais, qu'est-ce que tu veux? T'es tenu au courant. C'est un lutteur français, right? Non, c'est pas un lutteur français. C'est un lutteur de Chicago. Il peut être chiant comme un français, mais c'est pas un lutteur français. C'est un gars qui a quitté la AEW il y a plusieurs années. Je fais ça vraiment, la WWE, pardon, il y a plusieurs années. Il est revenu à la AEW, qui est comme genre leur compétiteur principal. D'ailleurs, qui vont être à Montréal demain et après-demain. Moi, je vais mercredi avec notre ami Yoann. Bien content. Tu vas voir de la lutte. Moi, je triple depuis que notre membre de Discord, Gab, il fait diffuser de la lutte le dimanche. Là, j'ai vraiment rentré la tête dedans. Là, il y a encore bien des affaires. Là, c'est les noms. Là, je me souviens jamais des noms, des affaires de même, mais je triple au bout sur l'univers. Surtout la AEW. Puis c'est ça, il s'est fait réengager par la AEW. Et comment je pourrais résumer ça rapidement? Là? Il a foutu ça à marde, mais vraiment écrit ça à marde. Puis il s'est retrouvé récemment dans une altercation. Genre backstage, une altercation physique. Puis semblerait que le président de l'entreprise a mangé un écran d'en face. Fait qu'ils ont dû crisser dehors. Et là, la WWE qui veut tout le temps essayer de faire un one-up sur la AEW, l'ont réengagé. Fait que là, il a fait des apparitions. Je pense qu'il a fait 2 apparitions à date, puis il n'a pas lutté là, pour l'instant. Mais la première était quelque chose quand il est arrivé, là, puis personne ne s'attendait à ça, puis qu'il est arrivé à la fin du show. Écoutez. Moi, j'aurais aimé ça, le voir live. On me l'a spoilé malheureusement sur Instagram. Tel qu'un Captain Marvel, qu'un Marvel's post-credit scene. Puis, que je suis allé voir d'ailleurs. Je vous dirai pas c'est quoi. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, CM Punk, ben ouais, c'est ça. Il est rendu à la AEW. He's back. AEW, pardon. Ouais. Non, pas WWE. On s'en colle, on a fini. OK. C'est juste parce que j'ai vu un mème tantôt avec lui, tu sais, parce que dans sa promo à Raw, il a dit « I'm not here to make friends, I'm here to make money ». Oui. Puis là, c'était comme une joke sur les cartes de souhait de fête des parents que ils donnent juste de l'argent dedans. Puis je suis pas ici pour faire des amis, je suis ici pour faire de l'argent. Excusez, là, mon cerveau, il est comme allé ailleurs. Non, je me suis dit, je vais remplir un peu. C'est parfait. Ouais, c'est l'ensemble de la culture. C'est ça. La culture, ça comprend la lutte. De la lutte. Oui. Non, mais pour vrai, je vais faire un coming out. Ça fait comme 3 mois que j'écoute la lutte beaucoup. Wow! Puis j'ai tout écouté les WrestleMania, les Survivor Series, puis les Royal Rumble. Wow. Je suis rendu à 2016-2017. Chris, t'as fait ça ce que t'as fait avec les X-Men. T'as fait à la lutte ce que t'as fait avec les X-Men. C'est ça, j'ai comme speedrunné un peu, puis je suis comme... parce que, je sais pas, j'avais vu beaucoup d'extraits de documentaires de lutte, puis ça m'a comme donné le goût juste d'en écouter, puis j'en ai écouté. Si t'attentes la série Dark Side of the Ring qui est disponible sur Crave, qui est vraiment bonne. Ben j'ai vu ça. J'avais vu la saison 1 il y a quelques années, puis je me suis remis à ça il n'y a pas si longtemps, mais tu sais, j'écoute des épisodes pas en ordre, juste les thématiques qui m'intéressent. Ben là, j'ai vu que la dernière saison, il y a pas mal d'épisodes. Oui, c'est la 3e qui est sortie. C'est plate parce que la fois que tu t'es joint à nous, je pense qu'on écoutait de la lutte le dimanche, on t'avait vraiment pogné un match où je ne sais plus ce qu'on écoutait, mais c'était très vieux, là, c'était vraiment dull. Ouais. Puis tu sais, comme la semaine suivante, on écoutait des kaiju dans Kaiju Big Battle qui se tapent sa gueule avec
Il y a tellement de niveaux à la lutte, là, puis je pense que tu aimerais peut-être la AEW. Ah ben, je la suis un peu aussi, là, avec le retour de Edge. Ben, là, il s'appelle plus Edge. Non, ça s'appelle plus Edge. Puis, mais en fait, ce que je... Il est plus dans YouTube? non, attends. Faut pas que tu mélanges The Edge et Edge. Oh, pardon. Il y a le D. Parce que, tu sais... Oui. Ça. Où avais-je la tête? Il y en a un qui porte des lunettes bleues, l'autre n'en porte pas. C'est ça. Puis, il va être à Montréal, justement, mercredi. J'ai hâte de voir ça. Ça va être cool. Juste avant de prendre une petite pause, on vous rappelle qu'on a un Patreon si vous voulez nous aider à garder les lumières allumées, qu'on peut continuer à faire nos shows. En janvier, ça va faire 18 ans que le podcast existe, mine de rien. Donc, il y a différentes façons que vous pouvez nous appuyer. Une qui est très importante, c'est financièrement. Donc, si vous voulez nous encourager, on a un Patreon. Une plateforme qui permet, pour l'équivalent d'un café par mois, de payer les billes ici du côté des Mystérieux Étonnants, d'en mettre un petit peu de côté. D'ailleurs, éventuellement, bientôt, on va renouveler l'abonnement du service qu'on utilise à chaque année pour faire nos retransmissions en direct. Puis c'est quand même pas donné. Donc, si vous voulez nous appuyer, allez sur notre site mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Pour l'équivalent, c'est ça, d'un café, on paye des shit. C'est assez simple, on paye des shit avec ça. Ben oui. Puis en échange, vous avez des podcasts exclusifs, dont Bifurcation. Là, on va recommencer le cycle dédié à Lynch. La semaine passée, je vous ai mis un petit truc spécial. J'ai fait une session commentaire sur le film UHF, qui est un film que j'aime beaucoup en version française. Donc, le Lynch, on est supposé enregistrer probablement ce week-end avec Rémi. Il nous en reste 2. Puis après, on se lance dans le cycle dédié à Ernest. On veut vraiment le faire. Fait que 2024, watchez-vous. Là, ça va être l'année Ernest. On vous donne aussi en exclusivité, en fait, à l'avance, des épisodes de Terre humaine chez Isidore. Donc, 2 épisodes à l'avance. Puis, de toute façon, les autres sont disponibles pour tout le monde sur les différentes plateformes de balado. Vous faites en sorte également que Noël chez Isidore existe. On a le 75e épisode qui est sorti la semaine passée. Et Terre Kaiju, j'imagine, il y aura éventuellement un épisode dédié à -1, Godzilla -1. Je peux pas croire qu'il n'y en aura pas. Ça se peut bien. Ça se peut bien. Sinon, si vous voulez nous encourager de différentes façons, vous pouvez parler du podcast, le partager, donner un 5 étoiles sur toutes les plateformes. On vous rappelle également qu'en échange de votre contribution Patreon, écrivez-moi une fois abonné et je vous envoie le lien vers le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est là qu'on est actif. Je ne suis pas actif sur les médias sociaux parce que ça me purge. Mais sur Discord, c'est une belle communauté. On échange des articles, on jase, on écoute justement de la lutte, on écoute des films de Noël d'ailleurs qui s'en viennent bientôt. On est disponible partout. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et en archive. En fait, plus des 300 derniers épisodes des Mystérieux Étonnants sont disponibles en archive sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, et qui est X maintenant, mais on est surtout sur Discord. Je vous invite une fois de plus à nous laisser un message vocal pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants qui aura lieu le vendredi 22 décembre à partir de 20h en direct. Il est disponible en balado le lendemain. Laissez juste un souhait de Noël. Un petit salut, vous nous dire votre nom, de quelle région vous nous écoutez. Donc, l'adresse pour le SpeakPipe est disponible dans le descriptif de l'épisode. Ça serait le fun que tout le monde nous envoie ça maintenant, parce que j'ai pas le goût de faire du montage le 21. Parce que le 21, je peux pas de toute façon, parce que le 21 décembre, je participe à la prestation de Le Sapin les Boules dans le cadre de McFly Event. Donc, on refait des scènes sur scène. Est-ce que tu as le même rôle que la dernière fois? Je joue Ross, le fils de Krakgisgold. C'est pas pire parce qu'il n'y a pas tant de choses à faire, Ross, à part réagir. Ça me plaît bien. Donc ça va se passer le 21, le jeudi 21, au Club Soda. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de billets qui ont été vendus, mais dépêchez-vous parce que ça, contrairement à la première fois qu'on l'a fait il y a 4 ans, ça se vend très très vite. Allez acheter votre billet. Ça, c'est le jeudi 21. OK, on revient dans quelques instants avec Public Domain Volume 1, Past Mistakes. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Chip Zdarsky. Zdarsky? Comment tu le dis, toi? Zdarsky? Je sais pas, je l'ai comme oublié pendant que je le disais. Chip Zdarsky. Je pense à Robert Zdar. Zdar, oui. Ah non, mais il est mort. Je ne vais pas penser à lui. Pauvre lui. Pauvre Robert Zdar. Donc, Public Domain Volume 1, Past Mistakes, c'est disponible chez Image Comics. Pour faire un résumé assez rapide, on suit une famille, 2 frères, leur père et leur mère. Le père a créé il y a plusieurs années de ça, pensez à un genre de Jack Kirby, un personnage qui depuis a été un personnage de comic book qui depuis a été adapté de maintes reprises
au cinéma, et un peu à la manière des Marvels, de Marvel Studios. Ça a rapporté énormément d'argent. Pas pour le père, mais pour son co-créateur, qui a aussi des parts dans la compagnie de production, qui est aussi un vieux writer de la vieille. Et donc, le père, lui, il semble plutôt satisfait de cette situation-là. Il est content de la reconnaissance, il est content d'avoir un certain montant symbolique. Mais le plus, disons, à ses affaires de ses deux fils se retrouve dans une situation plutôt inconfortable. Il doit 60 000 $ parce qu'il est un gambler. Il a un problème de jeu. Et donc, il fait de la pression pour que son père essaie de récupérer une partie des droits ou à tout le moins avoir une certaine compensation monétaire. On va en parler, mais ultimement, ce qui arrive, c'est que le studio peut continuer à faire ses films, continuer à récolter l'argent, mais la création du père et maintenant, aussi, ils peuvent faire leur version à eux. Pensez comme si Spider-Man, tout d'un coup, je ne sais pas si Steve Ditko revient d'entre les morts, puis il doit faire sa version de Spider-Man en parallèle de la version officielle de Marvel. Donc, c'est un peu ce qui arrive. Donc, voilà, c'est en gros ce que c'est un bon résumé, les gars. Je pense qu'on peut partir de là. Ouais. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie de l'émission, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée, vous pouvez faire pause. On va faire un tour de table vraiment rapide avant de se lancer dans la conversation, savoir si vous avez aimé ça. On va commencer avec Laurent, puisque tu t'es joint à nous plus tard. Est-ce que tu as aimé ça? Pour vrai, j'ai full aimé ça. Je m'attends. Tu sais, Chip Zdarsky, c'est pas la première fois que j'en lis. J'aime toujours ça. C'est moi qui ai proposé. Je l'avais vu passer, mais sans trop savoir de quoi ça parlait, honnêtement. Puis pour vrai, j'ai vraiment embarqué. J'ai trouvé que les dynamiques entre les personnages étaient vraiment bien. Je trouvais que c'était une façon d'actualiser l'espèce de débat ancestral des comics, Stan Lee, Jack Kirby, les studios. Comme de parler de ça, même si c'est plus fictif. Fait que non, j'ai full embarqué. C'est bon. Moi aussi, je suis un fan de Zdarsky et j'étais curieux. J'avais aucune idée. J'ai comme commencé sans me poser de questions sur c'était quoi. Puis j'ai vraiment embarqué. J'ai aimé les personnages. Puis je me demandais si ça continuait. Parce que j'avais le goût de voir ou de suivre leur histoire. Fait que ouais, j'ai bien aimé ça. Même chose, j'ai full aimé ça. Au début, je pense que j'avais un petit peu d'appréhension parce que c'est une BD où on parle beaucoup. Il n'y a pas tant d'action. Là. C'est comme ça pourrait être un téléroman, en fait. Là. Ça pourrait se passer dans une télésérie un peu à la HBO où des personnages font juste avancer l'histoire en jasant. Mais rapidement, je me suis attaché au personnage, je me suis attaché à l'univers. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que la BD prend son envol à partir du moment où le père récupère les droits et peut publier en parallèle sa propre version du super-héros qu'il a créé jadis et l'espèce de dynamique qui se crée à son ancien writer qui lui décide de retourner à la maison d'édition pour laquelle il travaillait auparavant et de ramener le comic book, le personnage à ses sources. Puis il y a comme tout un dialogue par rapport à la BD, comment ça a évolué, comment elle était considérée jadis, comment on la créait jadis, comment on la fait aujourd'hui, l'évolution aussi violente de certains personnages. Il y a plein de clins d'œil que si vous êtes un fan de comic book, vous allez full triper à lire Public Domain. Clairement, la dynamique entre le père, la maison d'édition et son ancien writer est très inspirée de la dynamique Jack Kirby avec Stan Lee. Même sa femme me fait penser beaucoup à la femme de Jack Kirby dans son comportement puis comment elle se porte. C'est un Stan Lee un peu plus evil. Ouais, beaucoup plus ouvertement evil, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Puis comme tu disais, là, toute la conversation liée à comment on doit... Est-ce qu'on crie sous une étiquette, mais est-ce qu'on devrait rémunérer ces gens-là à juste valeur, même si c'est comme un travail pour lequel ils ont été engagés. Puis il y a vraiment un discours par rapport à ça que je trouve qui est quand même posé, puis amené de façon divertissante et intéressante. Puis maintenant que les bases sont placées, puis que la BD est finie, puis il y a un studio qui est indépendant, qui est mis en place, puis qu'on va voir, ça va être finalement voir ce studio-là se démêler et essayer de sortir leur meilleure version du comic book, du personnage. J'ai vraiment hâte de voir où ça va s'en aller. Je pense que Zdarsky a de quoi à dire par rapport à ça. Clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé comment on adressait justement que dans le temps, tu sais,
C'était un travail de col bleu, là, faire des comics. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas tant de prétention artistique, c'est genre, on chie des pages pour payer le loyer du mois, là, puis on pense pas en tout que, justement, ça va faire des films ou des t-shirts ou des boîtes à lunch, là, c'est juste comme... c'est des trucs qu'on a... travaille comme un autre. On jetait les comics, là. C'est ça, du papier cheap. Ils jetaient leur original art. C'est comme, est-ce que Ditko et Stan Lee ont passé tant de temps à développer Spider-Man ou ils l'ont juste... d'après moi, ils l'ont... C'est ça. Sur le coin d'une table, ça donne que celui-là, il a marché puis on continue à en faire. C'est ça. C'est pas... tu le vois, là, nous aussi, c'était déjà... Au début, c'était pas Spider-Man 1, c'était Amazing Fantasy Kings. Là. C'était comme une histoire parmi un autre dans un titre de genre... Anthologique. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, tu sais, justement, de voir comment rétroactivement on traite ces gens-là. On sait déjà un peu, mais que effectivement, que même s'ils ont déjà été payés pour, est-ce que leur travail a plus de valeur après passer ça? Je sais où nous on se situe, mettons. Là. Ben, c'était les rémunérer à leur juste valeur. Là. Si ta création amène beaucoup d'argent pour l'entreprise, tout aussi bien d'avoir sa part juste du gâteau, là, je pense que c'est la moindre des choses. Là. Mais tu sais, je veux pas dire que la BD est une BD qui est engagée nécessairement. Je pense qu'elle s'inspire de l'histoire pour avoir une histoire qui est intéressante. Ouais. Une structure histoire de famille. Une histoire de famille, surtout. Moi, j'ai beaucoup apprécié la dynamique des deux frères. Je pensais qu'il y en a un qui allait plus me taper ses nerfs que l'autre. Puis finalement, il y a eu un switch, l'inverse. Parce qu'il y a deux frères. Il y a celui qui a un problème de jeu qu'on découvre au fur de l'histoire. L'autre a un problème, on ne sait pas de quoi, mais il y a définitivement un problème. C'est un genre de menteur, un gars qui fait des magouilles, mais en même temps, il a un bon fond, il est tout le temps heureux. C'est un tatoueur. J'ai full aimé qu'ils ont trouvé une manière de l'inclure dans l'équipe créative parce que c'est lui qui va ancrer les dessins de son père, donc les ajuster en même temps. Puis ça, je l'ai pas vu venir comme twist, mais pas du tout. Puis on nous le montre à un moment donné, quelqu'un veut un tatou de requin, puis il est juste flat, mais il l'ajuste avec une perspective, puis c'est super intéressant. J'ai pas vu ça venir. Comme là, on va pouvoir trouver une manière de pouvoir l'inclure dans l'histoire. La jeune fan d'une trentaine d'années qui tripe sur des vieux comic books des années 60, des années 80, qui va comme rejoindre l'équipe créative en tant que writer. Puis... Ouais, qui est aussi importante dans l'histoire parce que c'est elle qui découvre le papier qui fait que c'est le père qui est le créateur du personnage de Domain, parce que elle, c'était l'assistante du... Evil Stanley. Oui, Evil Stanley. Puis c'est ça, elle qui veut faire la BD, tout ça. Le frère, lui, qui veut pas en faire parce que c'est un auteur. Un vrai auteur, de la vraie littérature, un journaliste. Ouais. Mais finalement, il se fait convaincre. Il y a une belle scène à un moment donné où son journal lui force à aller interviewer l'acteur qui incarne le personnage de Domain, puis lui, il veut pas parce qu'il veut se tenir le plus loin possible de cette franchise-là. Ça vire mal en tabarnak. Ça vire mal, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est les réponses. Ça prend 5 minutes avant les réponses de l'acteur sont tellement fantastiques. Parce que c'est toutes les réponses qu'on a entendues des acteurs de Marvel. Puis là, je veux pas dire qu'ils sont de mauvaise foi, mais tu sais qu'à un moment donné, ils vont répondre « J'ai du respect pour le matériel original, je suis allé lire, je vais faire des recherches. » Puis quelque part, même ce gars-là qui est un peu asshole a raison de dire « Hey man, c'est du gatekeeping que t'es en train de faire, là? Moi, je suis payé, je suis un acteur, j'ai pas à répondre à un quiz de pureté. » Non, c'est ça. C'est un rôle, là. C'est ça. C'était pas obligé d'avoir lu tous les numéros de Batman pour l'incarner, là. C'est pas là. Fait que ça, j'ai aimé. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de gris, personne n'est complètement méchant. Sauf peut-être Evil Stanley puis sa sœur qui est à la tête de la compagnie. Mais même lui, je pense qu'éventuellement... il se refait remettre un peu à sa place. Il se refait à sa place, c'est ça. Pas dans sa face, mais il entend du monde parler dans le bureau contre lui. Puis il est comme... tu le vois réfléchir dans le noir. Tu vois que ça lui fait mal. Ouais. C'est un old-timey writer qui écrivait probablement des BD comme « Oh gosh! Oh golly gosh! » Puis tu sais, comme la narration écrite dans des bulles répétait exactement ce qu'on voyait visuellement. Là. Puis on fait plus de la BD comme ça. Fait que, c'est ça. Il y a de quoi de le fun. Il y a plein de petits clins d'œil. Il y a un potentiel de clin d'œil et d'inspiration qui est vraiment large. J'ai aimé que quand le père montre pourquoi il a décidé de reprendre une partie de la possession du personnage pour pouvoir faire ses propres BD, c'est parce qu'il est devenu trop violent. Puis la couverture est inspirée d'une couverture de Green Lantern où tu le vois avec plein de bagues des Green Lantern Corps là, quand il est complètement fou. Là. Fait qu'il y a plein de clins d'œil de même potentiel. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va amener ça. Moi, j'ai aimé son espèce de
de pureté non ambitieuse, là, parce qu'il y a plein de moments dans la série où les gens sont comme « Oh yeah, là, tu vas me donner une partie de l'argent, et je t'ai aidé à faire ça, tu vas me donner une partie de l'argent. » Puis il y a comme pas d'argent, là. Il a juste dealé le montant que son fils devait pour le sortir de la merde, puis après, il est juste comme « Non, moi, ce que je voulais, c'est mes droits. » Ouais. Je voulais juste rapatrier mon personnage, puis j'étais comme, c'est super touchant. Je suis comme, le vieux monsieur, il veut juste comme récupérer ses shit qui appartiennent plus depuis si longtemps. C'est comme... Il y a une super genre belle énergie. Ouais, c'est ça. Il y a une super belle énergie. Il est content d'être à la première de son film, même si personne ne veut y parler parce que c'est juste, entre guillemets, le dessinateur de domaine. Puis il y a la jeune assistante qui le reconnaît, puis il est super content. Il participe à faire un selfie avec elle. Il y a vraiment une belle dynamique. Il y a une belle personnalité, ce personnage. Oui, puis vraiment juste comment, tu sais, c'est pas grave que je fais pas d'argent, tu sais. De quoi que j'ai fait, rendre les gens contents, tu sais, il est comme... il est super pur, là, je le trouve émouvant. Il y a la mère que j'ai de la misère à lire un peu, là, elle est très passive-agressive, là, tu sais pas trop des fois où, OK, elle veut que son mari veut récupérer les droits puis l'argent, mais elle appuie full en même temps dans ses démarches. J'ai eu de la misère à la suivre un petit peu, par contre. Mais tu sens que elle, ça l'a fait chier que son mari, il travaille fort toute sa vie, puis qu'il soit jamais là pour sa vie de famille, puis qu'il récolte rien au final, alors que clairement, il y a des millions qui se brassent. Là. Comme elle a plus de travers que lui. T'sais. Ouais, je pense qu'elle a de travers le fait qu'il a perdu, pas il a perdu, mais il y a eu tellement de moments auxquels il n'a pas pu assister parce qu'il travaillait. Parce que c'était une grosse job de col bleu, comme tu disais, que ça l'a coupé de plein de moments importants avec sa famille. C'est plus ça que je pense qu'il la blesse qu'autre chose. Plus que l'aspect monétaire, même si ça lui tient à cœur. Oui, mais c'est ça, mais au final, elle revient comme justement, tu sais, comme je suis content de voir que tu te bats pour, tu sais, c'est comme genre, OK, t'as fini de te laisser marcher dessus, tu sais, comme il y a comme une espèce de fierté qui revient là-dedans. Dans la cellule familiale, fait que c'est quand même... c'est ça, c'est bon. Il se bat pour ça, mais il se bat pour pas les millions, mais plus juste pour avoir son personnage, puis qu'il puisse faire une compagnie avec sa famille. Ouais, c'est ça, c'est comme le gars qui invente une raison pour... tu sais, il rénove sa cuisine juste pour que ses fils viennent l'aider. Ouais. C'est un peu ça, là, ils fondent une compagnie, puis... Je le vois, tu sais, je sais que des fois on dit, puis c'est péjoratif, là, que, ben pas toujours péjoratif, mais souvent, que tu sens la série télé derrière le pitch de la BD, que tu sens que la BD est utilisée comme un pitch, puis plus souvent qu'autrement, c'est pas très bon. Là, moi, je le verrais très bien adapté au petit écran, mais je le dis pas d'une manière négative. Là. Je le vois très bien comme une bonne adaptation d'une série. Je le verrais comme un film aussi. Ouais, absolument. Ouais, absolument, ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir. De Sundance, là. Ouais, un petit film de Sundance. Ces petits films-là. Réalisé par Roadkill. Ah ben, je sais pas si ça fait. Je sais pas. Ben, ça me donne des idées un peu des vibes de The Office. Il y a un potentiel avec ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de moments aussi très, très wacky, là, très, très drôles, là, qui font. Tu comprends que c'est pas dans notre réalité, là, que ça fait pas de sens. Là, comme les deux gars qui viennent récupérer l'argent. C'est comme deux doofus. C'est très des méchants de Chip Darsky, je trouve. Ah ouais? Ils ont comme la vibe de les méchants russes dans Hawkeye. Là. Qui appellent tout le temps tout le monde bro, là, hey bro, puis tout. Ils ont comme, justement quand l'autre frère il sort un gun. Ça, c'est Matt Fraction. C'est Matt Fraction, oui. C'est vrai. Mais oui, c'est la même vibe quand même. Oui, ils ont la même vibe, mais c'est vrai, j'ai ri. Là, un gun, mon Dieu, mes parents sont morts, des guns, c'est comme un gros drame. C'est vous qui nous tapochez depuis tantôt, c'est vous les deux gros goons. Là. J'avais juré que jamais il y aurait un gun dans mes bagarres. Je suis comme, OK, excuse-moi, ton code d'éthique, bro. C'est clair que les autres, ils vont revenir en scène. Là, ils vont probablement venir saccager le bureau. Il va y avoir une dynamique liée à ça. Ouais, parce qu'ils ont parlé d'un boss, fait que tu sais, faut qu'il y ait un boss. Moi, j'ai hâte de voir comment l'apparition du premier numéro va affecter le milieu du comic book, puis comment eux autres, ils vont réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il va être question aussi du comic book numérique? Est-ce qu'il y a d'autres créateurs qui vont se joindre à eux? Est-ce qu'il y a des vieux créateurs qui vont entrer dans la dynamique? Il y a tout, on vient juste de mettre le pied dans quelque chose qui peut être beaucoup plus important que ce qu'on a vu. Puis je pense que ce qui me faisait peur au début, c'est que ça prend son temps à s'établir, mais dès le dernier numéro, là, t'es sur une lancée, tu dis, oh shit, j'ai hâte de lire ce qui va se passer pour ces personnages-là. Après moi, Evil Stan Lee va sûrement revenir pour essayer d'écrire avec lui quelque chose. Il va avoir une rencontre entre les deux. Là,
Ouais. Je sais pas si ça va être evil ou ça va être plus finalement j'ai compris, puis tu sais. Je me joins à toi. Puis... Ouais, c'est ça, ou tu sais, juste, je sais pas, peut-être un petit feeling Kevin Eastman et Peter Laird, là, qui se sont pas parlé pendant longtemps, puis que là, ils ont fait un comic book ensemble. Ouais, ça, c'est sky's the limit, man. Puis je pense que c'est une bonne histoire. Si vous n'êtes pas fan de comic book, mais si moindrement vous êtes au courant de l'histoire des comic books, puis de ses codes, vous allez vous y retrouver. Y a-t-il autre chose que vous vouliez comme mentionner dans la BD, les gars? Pour la BD? Non. On fait le tour, hein? Je pense que c'est ça. Je pense qu'on recommande. On recommande chaudement. Moi, j'ai hâte. Puis, c'est le genre de BD que probablement je vais attendre qu'il y ait un genre d'omnibus parce qu'il y a des finalités aux séries de Zdarsky. Il finit. C'est pas des longues. C'est des longues séries, mais je veux dire, c'est pas éternel comme un Spider-Man, justement. Ouais. Ils vont faire un très beau omnibus de Image Comics dans ma bibliothèque éventuellement. Fait que c'est ça. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On vous revoit dans 2-3 semaines pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Je vous rappelle, c'est le vendredi 22 à partir de 20h. Et donc, disponible en balado le lendemain. Je vous rappelle, vous à la maison, de nous laisser un petit message, ce serait le fun. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Puis sinon, moi, je vais être la semaine prochaine avec quelqu'un. Ça va être une surprise. OK. Faites attention à vous autres. C'est le temps d'aller vous faire booster avant le temps des fêtes. Puis on se voit bientôt. OK, bye. Ciao. Bye.